Bonjour et bienvenue sur Cycle avec Geoffrey De Gers, le podcast qui transforme le cyclisme en conversation sur le développement personnel et sportif. Je suis Geoffrey, votre hôte, bikefitter professionnel et compétiteur depuis plus de 20 ans. Que vous cherchiez à progresser ou à trouver plus de plaisir sur votre vélo, vous êtes au bon endroit pour explorer comment chaque coup de pédale peut enrichir votre vie. Allez, embarquons ensemble pour cet épisode. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Marine Parcio, préparatrice mentale et hypnothérapeute. Salut Marine, présente-toi. Donc bonjour, moi c'est Marine Parcio, j'ai 30 ans, je suis originaire de Montbard à côté de Dijon. Donc je suis entraîneur cycliste, directeur sportif, préparateur mental, analyste HRV et je fais du bike fitting aussi, spécialisé dans tout ce qui est préférence motrice. Donc voilà, ça c'est un peu, je suis un peu multicasquette et je suis aussi sapeur-pompier volontaire où d'ailleurs je me sers de tous mes outils là au sein de mon activité de sapeur-pompier. Ça fait beaucoup de choses, hein? Ça fait beaucoup de choses. Et dans toute cette chose-là, c'est par où que tu as commencé? Alors moi j'ai commencé par le sport, donc j'étais coureuse déjà, coureuse donc en VTT, puis ensuite sur la route, une grosse partie sur la route. Et ensuite je suis rentrée en STAPS, j'étais en licence STAPS, et puis après je suis partie en psychologie, et c'est là où après je suis partie en hypnothérapie. Et donc j'ai voulu joindre un peu tout ça, en rentrant après chez les sapeurs-pompiers. J'ai fondé une méthode qui s'appelle la communication optimisée d'urgence, où en fait je diminue ou anesthésie les douleurs et je calme et j'apaise les personnes en panique sur les interventions d'urgence. Donc ça a duré 7 ans. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, je peux vous en dire plus. J'ai commencé, quand je suis rentrée chez les pompiers, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire au niveau psychologie. Des patients qui étaient en crise de panique, sur des accidents, sur des multiples interventions où de la douleur était là. Et chez nous, chez les sapeurs-pompiers, on n'a pas accès aux médicaments. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas mettre en place un outil, et en plus j'en avais les moyens, pour justement diminuer cette douleur et réduire cette anxiété. Donc de fil en aiguille, j'ai créé ma méthode, j'ai fondé avec ce que je savais. Je parle pas mal d'intention, l'intention pure et honnête de vouloir aider une personne. Et puis à la suite de ça, j'ai été voir mon chef de corps, donc le chef, le colonel au niveau départemental, j'étais dans le Var. Et ensuite, on a mis en place avec le médecin-chef une expérimentation où en fait on a eu 92% de réussite. Donc j'ai formé 30 pompiers, 10 infirmiers sapeurs-pompiers. Et on a eu 92% de réussite, donc ça a été une bonne expérimentation. Et puis bon, c'est toujours pareil, après quand on arrive au point de vue un peu politique, c'est toujours un peu compliqué par la suite. Mais après, j'ai eu plusieurs appels pour former un peu au niveau national des infirmiers, des médecins, des sapeurs-pompiers. Donc je faisais ça avec ma boîte. Je le fais toujours. J'ai mis un petit peu de côté parce qu'après, je suis repartie dans le vélo. Où là, après, j'ai remis mes outils pour les sportifs, pour la préparation mentale, en fait. Donc, c'est un aspect de la préparation mentale. J'utilise beaucoup l'hypnose en fonction des problématiques du sportif. Donc, en fait, je joue un peu sur les deux tableaux, pardon. Je joue un peu sur les sapeurs-pompiers et puis aussi dans le sport. Voilà. Donc là, j'en arrive aujourd'hui à 30 ans. Très bien. Avec pas mal de conférences, essayer de multiplier ça parce que le cerveau, c'est quand même quelque chose de merveilleux. C'est un super organe. On ne le comprend pas encore totalement, il est très complexe. Et j'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux en voyant la puissance du cerveau. Et quand on voit des douleurs qui s'anesthésient complètement grâce juste à la parole, à de simples ancrages et puis à ce que la personne peut faire elle-même en fait avec nos outils, c'est juste extraordinaire et c'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée depuis que j'ai 10 ans, quoi. Ok. C'est vrai que la psychologie, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Donc, est-ce que tu as eu des influences en particulier? Est-ce que tu as une approche thérapeutique de base qui t'a plus influencé? Par exemple, la psychologie humaniste ou plus la psychanalyse? Ou comment tu as vu ça, toi, de ton niveau? Alors effectivement, au départ, j'étais très intéressée par la psychanalyse. Donc on va pas citer Freud, hein, mais forcément, j'ai toujours été un peu dans le détail, aller chercher dans le profond des choses. C'est toujours un peu le cas. Après, je suis pas forcément de philosophie, on va dire. Pour moi, l'être humain, il est unique et on peut pas prendre un être humain d'une façon. Ça dépend ses problématiques, ça dépend lui comment il est, ça dépend ce qui nous inspire,
ce qu'on ressent. Et du coup, en fonction de la personne que j'ai en face de moi, souvent on me dit souvent, «Tu un caméléon». Ouais, je suis un peu un caméléon. En fonction de la personne que j'ai en face de moi, je vais pas prendre les mêmes outils, je vais pas avoir la même approche et je vais m'adapter à la personne. C'est pour ça que je lis beaucoup de choses ou que j'étudie beaucoup de domaines, on va dire, pour pouvoir être, un peu multi-outils et m'adapter au max à la personne, en fait. Ok. Et donc, tu fais des approches vraiment individuelles. Et Mmh. tu auras un exemple, par exemple, d'un scénario où, je sais pas, c'est une personne qui a un certain challenge psychologique et à toi, tu interviens et que... Oui, tiens, j'en ai un qui me vient à l'esprit particulièrement, c'était un skipper, donc le bateau, les bateaux Bien qu'on, sûr. ouais, voilà. Donc lui, c'était, la longue distance, enfin la longue distance qu'on peut appeler, mais il partait en mer 15 jours, c'est des courses qui duraient 15 jours et donc c'est du solo, donc il était tout seul sur son bateau et il me dit: «Moi, ma problématique, c'est que je peux pas dormir. En fait, je peux dormir que 20 minutes» et il me dit: «20 minutes, j'arrive jamais à m'endormir, donc ça finit par, des hallucinations et j'ai du mal à finir mes courses». Donc lui, c'était son métier, hein, un professionnel et puis du coup, on a travaillé ensemble. On a approché ça avec des ancrages, des outils. L'ancrage, c'est quelque chose qu'on met en place, où la personne, juste par le biais de la pensée et d'une pensée en particulier, va arriver dans un état particulier. Comme un mantra, quoi. Ah ouais, c'est un peu ça. Et en fait, on a travaillé ça et en gros, il s'endormait, pendant en 10 minutes, il réussissait à s'endormir, donc il dormait 10 minutes et tout le reste du temps, comme il était en état de transe qu'on appelle, il faut savoir qu'en état de transe, on récupère, 2 fois plus rapidement. C'est-à-dire que si, on fait une transe de 10 minutes, ça équivaut à peu près à une sieste de 20-30 minutes. Donc en gros, il récupérait beaucoup plus en faisant ça. C'est quoi que tu appelles l'état de transe? État de transe. Alors on pourrait appeler ça état de méditation. En fait, l'état de transe commence à partir du moment où on ferme les yeux. Le cerveau fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Bien sûr. Donc à partir du moment où on ferme les yeux et qu'on part dans un monde, on va dire, dans nos pensées, on est déjà en état de transe, même si elle est faible. Pourquoi on appelle état de transe? C'est juste que le cerveau baisse sa fréquence, en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle un état de transe. C'est le fait que le cerveau, normalement, à l'état de veille, on a 15 Hertz à peu près. Et quand on peut descendre jusqu'à 4-5 Hertz sous hypnose ou sous méditation. Voilà. Donc, dans cet état-là, le cerveau récupère beaucoup plus rapidement. Ça se rapproche de l'état du sommeil paradoxal. Bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, on a les mêmes signaux, que ce soit au niveau des yeux, au niveau de la respiration, etc., du sommeil paradoxal. Le REM, c'est ça? Oui. Ok. Tu sais, moi, j'écris beaucoup en anglais, donc il faut que le temps que des fois je retraduise des choses dans ma tête. Ok. Et ok, ouais, c'est intéressant. Ouais, parce qu'après, il y a les noms des vagues, ouais, de dire La fréquence. la fréquence, ouais, dans le cerveau, je sais plus, les bêta, les gamma, les... Oui, j'ai plus c'est non plus, hein. ça. Bon, peut-être si on part là-dedans, ça va être très complexe, mais effectivement, il y a les noms des ondes. Après, j'aime mieux parler en fréquence, enfin vraiment avec des chiffres, parce que c'est plus significatif. Ouais, vraiment quelqu'un qui est en état de veille, c'est 15-16, et puis Hertz. Et après, quelqu'un qui part vraiment en état de transe profonde, on va appeler ça 3-4 Hertz. Et en fait, c'est des paliers. Et ces paliers-là, ils sont un peu uniques chez tout le monde. Mais par contre, on sait qu'au niveau symptômes, on va dire, signes physiques, on sait dans quel palier est la personne. Donc, on sait qu'à 3-4 Hertz, la personne, on dit qu'elle entretient sa transe. Et c'est plutôt des états, si vraiment on maîtrise pas l'hypnose, c'est un état de transe peut être compliqué pour ramener la personne. Mhm. La personne entretient sa transe. Donc voilà, chaque palier a sa complexité et ouais, bêta, alpha, machin. C'est surtout enfin, j'aime bien parler en chiffres, quoi. C'est bien, ok, je peux comprendre. Et donc, il y a vraiment des similitudes entre la méditation et l'hypnose. Il y a des similitudes. Oui, il y a des similitudes. Parce que finalement, ben, c'est pareil, c'est système de descente dans des fréquences particulières. Et donc, pourquoi avoir besoin de l'hypnose? Certaines personnes peuvent avoir du mal à méditer toutes seules ou c'est... Alors oui, ça peut arriver. La société d'aujourd'hui est une société un peu compliquée par rapport enfin, en tout cas en France, on est un peu compliqué par rapport à l'état de méditation, par rapport à l'hypnose. Même si ça commence à percer, ça peut déranger. Donc, effectivement, il y a des personnes qui ont un peu
un peu de difficulté à aller dedans. Par contre, les enfants sont des personnes, enfin, sont des, les enfants, pardon, ont un âge où ils sont très réceptifs à ce genre de pratique. Ce qui fait que, on va dire, aller à peu près de 6 ans jusqu'à 20 ans, généralement, les enfants sont hyper réceptifs. Ados, enfants. Le cerveau n'est pas complètement terminé. On sait qu'il y a un système de plasticité cérébrale qui est encore Bien là, sûr. jusqu'à 25 ans d'ailleurs, mais bon, on va dire 20 ans. Et là, on sait que c'est des ados, des personnes qui sont très réceptives à l'hypnose, donc ils n'ont pas de mal à y aller. D'ailleurs, les enfants, quand ils jouent sur un tapis où ils jouent avec leur petite voiture et qu'on écoute ce qu'ils disent et qu'ils sont dans leur monde, c'est un état d'hypnose, en fait, si on veut. En fait, on est tous passés par là. D'ailleurs, chaque jour, on passe une dizaine de fois en état de transe. Par exemple, C'est ce que tu dirais, c'est la même chose pour toi que le flow state, du coup? alors flow state, non, je ne vois pas. Tu vois pas le truc? C'est Mm. quand tu es dans une tâche et tu es tellement pris par la tâche Mm. qu'en fait, un peu le temps s'arrête et que ça devient un effort facile, en fait. Oui, alors du coup, si je traduis, du coup, c'est l'état de focalisation, je pense que tu dis. Ok, ouais. Ouais. La focalisation, oui, ça par exemple, ça c'est un état de transe. Ok. Si on est sur la route et qu'on a les lignes blanches là, qui défilent et qu'en fait finalement on est un petit peu concentré dessus, on part dans nos pensées et puis d'un coup on relève la tête, on dit ah bah tiens, je suis déjà ici et on n'a pas vu la route passer, ça c'est un état de transe. L'inconscient était là, mais nous on était un peu ailleurs. Donc il y a un état de dissociation. D'ailleurs, on parle beaucoup de dissociation en hypnose. Ok. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire sur tout le monde aussi. On sait que des personnes peut-être schizophrènes, bipolaires, c'est compliqué. En tout cas, nous, on ne va pas y toucher. Hein, parce C'est qu'ils risqué. sont- C'est risqué. Oui, c'est risqué. J'ai déjà tenté aux pompiers. Quand il y a les médecins, c'est moins risqué, puisque si jamais ils sont là. Mais non, en plus, ils nous disent bien arrête de me parler dans les oreilles, ça m'agace. Donc on arrête. C'est sur des états schizophréniques, oui, c'est risqué. Parce qu'ils sont déjà dissociés. Bien sûr. Donc nous, si on vient et qu'on les redissocie, c'est compliqué. Ils ont déjà du mal à gérer ce qu'ils entendent dans leur tête et la voix qu'ils entendent, les voix qu'ils entendent. Donc si nous, en plus, on s'y rajoute, ça va être compliqué. Pour revenir sur ce que tu disais par rapport que pour les enfants, parfois c'était plus simple d'être ouvert à différentes pratiques. Je pense qu'il y a aussi cet aspect de voir les choses avec un état d'esprit de débutant. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire tout le temps, c'est chaque conversation, l'apporter, venir sur une conversation avec cet état d'esprit. Et en mode Socrate, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et c'est vrai que les gens, ils ont de plus en plus de mal avec ça, plus ils grandissent. Et c'est vrai que c'est comme toi, moi, j'ai commencé un groupe de développement personnel pour hommes. On le voit, même avec les gars qui sont un peu plus jeunes, parfois c'est un peu plus simple au début. Et après, les mecs qui sont un peu plus âgés, t'as un petit peu plus de mal au début. Et, mais c'est compréhensible aussi parce que si ça fait 20, 30, 40, 50 ans que tu vis sur un système de croyance, c'est compliqué pour toi de te remettre en question. C'est aussi pour ça que sur la religion, je pense que des fois, c'est parfois difficile de faire changer d'avis les gens, puisque c'est vraiment le centre de ton identité pendant toutes ces années. Le jour où on te propose une alternative, ça rentre par une arrière, ça ressort par l'autre. Oui, c'est compliqué. Alors après, moi, la facilité que j'avais, entre guillemets, quand je le faisais en situation d'urgence, c'est qu'en fait, on était en situation d'urgence. Donc là, la personne, à partir du moment où elle te dit « faites ce que vous voulez, mais calmez-moi cette douleur », le cerveau se prête à tout type d'expérience, on va dire. Et du coup, une personne qui est faiblement réceptive... Parce que des personnes pas réceptives, ça n'existe pas. On est tous réceptifs, en fait. À partir du moment où on a un cerveau, on est réceptif. C'est un état naturel. Par contre, faiblement, ça existe. Si une personne est faiblement réceptive et qu'elle se retrouve en situation d'urgence, elle va passer à moyennement. Quelqu'un qui est moyennement va passer à fortement et quelqu'un qui est fortement va passer à très fortement. Sachant que, voilà, on augmente d'un niveau. Sachant que ça dépend parfois, notre taux de réceptivité dépend de notre état de forme, dépend de la journée, dépend si on est le matin, l'après-midi. Ça dépend de plein de choses. En situation d'urgence, là, ça dépend de la volonté de la personne, en fait. Qu'elle y croit pas, l'hypnose, ça, c'est pas un souci. Ça change rien, ça. Non, ça change rien. Par contre, c'est si elle veut ou elle veut pas. Si une personne me dit non, je veux pas, ou si la douleur, par exemple, est une zone de confort chez la personne, ça existe, on pourra rien faire. Donc voilà. C'est un peu la même chose du coup qu'en psychothérapie. Si la personne n'est pas motivée à pareil. avancer. Oui, parce que j'ai eu aussi mon cabinet d'hypnothérapie. Moi, j'accueille toujours des patients, par contre, soit en visioconférence, soit
à domicile. Et là, c'est pareil. Si la personne, normalement, elle est censée vouloir, si elle vient me voir, mais c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des fois des proches qui appellent pour la personne, et ça, je refuse. Parce qu'on sait très bien que si la personne, au fond d'elle, n'en a pas envie, on ne pourra rien faire. C'est pas un outil magique, mais c'est un outil très puissant, par contre. Et il y a des risques, effectivement. On ne peut pas toucher à la psychologie ou à l'intégrité psychologique de la personne comme ça. Ça peut aller très loin. Tu penses que y a des gens qui ont un peu peur aussi de passer ce cap, du coup, que ça soit de l'hypnose ou de la méditation ou de toutes ces pratiques un petit peu... Ouais, alors passer le cap, oui, enfin après, toi, quand j'ai quelqu'un en face de moi et qui a une problématique, que ce soit en pompier ou que ce soit en cabinet ou même en sportif, j'utilise pas toujours les outils. Tu vois, au départ, je parle beaucoup avec, j'essaye de cerner, et puis à un moment donné, quand ça bloque, là, je lui propose, attends, on va peut-être aller voir plus loin. Et là, on va prendre contact avec l'inconscient. Après, quand on est en état d'hypnose, on dort pas, on n'est pas inconscient, ça n'existe pas tout ça. La personne est bien là, elle est encore, même d'ailleurs, encore plus, davantage maître de ses émotions, de ce qu'elle ressent. Toutes ses croyances sont fausses, en fait. Ok. C'est ça, c'est qu'en fait, quelque part, tu es encore plus présent parce que t'es relâché, mais en la même fois, T'es focalisé. ouais, t'es là, quoi. Ouais, t'es là et t'es encore plus là. Donc, du coup, ça démystifie. Ouais. On explique, puis la personne le vit, et en le vivant, elle dit bah non, finalement, c'est pas ce que je pensais. En fait, pourquoi on a cette image? Parce qu'on a, sans le citer, mais je vais le citer quand même, on a Mesmer quand même. L'hypnose de spectacle, quoi. Et ouais, l'hypnose de spectacle qui fait. Mais heureusement qu'il est venu. Parce qu'en fait, il est belge et puis il est venu pour nous. Il est québécois, lui, non? Non, il est belge. Je crois pas. Faudra Québécois. qu'on check. Faudra qu'on regarde. Je Ouais. Je connais pas personnellement, mais je crois bien qu'il. Ouais, bon, bref. Et en fait, il est venu, il a un petit peu débroussaillé l'hypnose en France. Et il l'a fait à travers l'hypnose de spectacle. Mais lui, à la base, il n'est pas dans cette hypnose de spectacle. À la base, lui, c'était un thérapeute. Ok. Ouais. Et ensuite, il s'est mis dans l'hypnose de spectacle. Il est très fort. Ce qu'il fait, ça fonctionne, ça existe. Je le fais aussi. J'ai appris aussi à hypnotiser dans la rue. J'ai passé formation d'hypnose rapide, en fait, ce qu'on appelle. Et donc, hypnose de rue, où on est tous capables de faire des choses comme ça. C'est extrêmement facile sur des personnes hyper réceptives. Et c'est là où ça devient, en fait, dangereux. C'est que si on met cet outil entre les mains de n'importe qui, la personne peut vite faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est déjà passé dans les journaux, etc. Des gens qui vont, sous l'influence de quelqu'un, faire des choses malsaines. Ça existe. Ça peut. Après, il faut que la personne ait un fond malsain. Oui. On ne peut pas déroger de ses principes. Mais... Tu penses qu'il y a des gens qui ont des fonds malsains ou c'est juste qu'ils ont été blessés dans l'enfance et qu'ils sont devenus comme ça ou... Oui, alors moi j'ai une vision un peu particulière. Effectivement, ouais, j'ai deux courants de pensée. Vas-y, raconte. J'ai un courant de pensée qui, effectivement, il y a toujours une raison à tout. Ok. Des blessures, enfin peu importe, des traumatismes, on va dire. Et puis j'ai un courant de pensée aussi parce que j'ai vu plusieurs cas où je me demande si des personnes naissent pas comme ça parfois. Okay. Tous les psychopathes, narcissiques et puis sociopathes. Oui, on arrivera toujours à trouver une cause de toute façon, hein, parce que quand tu regardes un peu les narcissiques, psychopathes, manipulateurs, etc., il y a toujours des blessures quand on regarde dans l'enfance. Bien sûr. Très très souvent, et c'est un mécanisme de défense. Hein. Bien sûr. Alors, mécanisme de défense, c'est compliqué de dire ça parce que normalement, c'est gentil, et là, c'est méchant. Mais on peut appeler ça comme ça pour l'image. Bien sûr, parce que je me souviens de Rosenberg, par exemple, psychologue humaniste plutôt. C'est vrai qu'il parle pour lui, la nature humaine, à la base, elle est bonne au début. Mais après, en même temps, toi, Peterson, par exemple, Jordan Peterson, que j'étudie également, lui, il parle que n'importe quel idiot peut faire le mal. Et justement, des fois, il n'y a rien de plus, quelque part, égoïste qu'un enfant de 2 ans, toi. Ouais. Et c'est justement là l'importance aussi d'éduquer les enfants. Et c'est quelque chose, aujourd'hui, je pense, on a du mal. C'est quand j'entends les psychologues, par exemple, dire à vos enfants, il faut leur laisser tout faire et tout. Pour moi, on va droit dans le mur si on choisit cette approche. Tu parles de 2 ans, mais c'est à peu près l'âge où en fait il y a un côté narcissique à cet âge-là. À partir du moment où ils découvrent qu'ils sont plus attachés à la mère et que c'est bien eux qui sont une personne à part entière. Donc oui, le narcissisme fait partie de l'être humain au fond de lui. Il y a une autre phase après un peu plus tard
Et c'est d'ailleurs dans cette phase-là, vers les âges de 11-12 ans, quand ils commencent à faire leur identité, que si on a une fixette là-dessus, on peut devenir d'autres, enfin, on peut tomber, on va dire plutôt, dans le psychotique. Après, bon, c'est pas, tout n'est pas carré comme ça dans la psychologie, mais effectivement, il y a des phases clés. Et puis s'il y a des traumatismes à telle phase ou telle phase, ça peut donner un peu des résultats un peu compliqués ou pas, mais bien souvent, oui. Ah, c'est sûr que ça, c'est quelque chose que des fois, j'ai du mal à comprendre comment tu peux en arriver à te dire ce que je vais faire, c'est le mal, quoi. Ouais, je pense pas que les gens se le disent forcément. Je sais même pas s'ils s'en aperçoivent pour le coup. Je pense qu'ils sont. C'est un peu un effet boule de neige et ils partent là-dedans un peu comme un mécanisme de défense, ou alors ils n'ont jamais rien vu d'autre. S'ils ont été dans une enfance un peu compliquée, s'ils n'ont jamais appris d'autres mécanismes, ben en fait ils partent vite dans le méchant et dans le noir. C'est comme un enfant, hein, si on leur apprend tout le temps la couleur bleue et rouge et un jour on leur montre du jaune, ils vont pas comprendre ce que c'est, quoi. Ouais, je peux comprendre. Mais c'est vrai que l'éducation des enfants, c'est quelque chose de très, très important. Et moi, je crois que les gens, on leur donnent tellement pas les outils. Après, c'est en fait aussi ce développement empathique. Tu vois. Moi, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui vivait quand même avec le cœur ouvert. Après, il y avait des fois, j'avais du mal à m'exprimer, j'avais du mal à exprimer certaines pensées par peur de me dire, ah ouais, je vais me faire traiter de ci ou de ça, toi. Et l'année dernière, on va dire, j'ai pris un bon traumatisme dans la tronche. Et derrière, ça m'a ouvert encore plus au niveau empathie, toi. Et c'est de comprendre le pourquoi derrière un comportement des gens. Et c'est pour ça que du coup, j'ai pas mal étudié la psychologie. Et ouais, il y a des approches que j'aime beaucoup. Par exemple, l'approche de Carl Rogers qui, quand tu as une conversation avec quelqu'un, tu dis on arrête la conversation et on est sûr que l'autre personne soit comprise à 100%. Lui, tu as compris à 100%. Et tant qu'elle n'est pas comprise à 100%, elle continue de s'exprimer. Et après, ensuite, on prend la parole. Oui, c'est sûr. Bah, d'ailleurs, la communication, c'est hyper complexe, hyper compliqué aussi à maîtriser. Je la maîtrise pas toujours, franchement, pour dire, parce que en fait, plus le monde avance et plus il avance vite et plus c'est un petit peu la dégringolade, il faut quand même le dire en ce moment. C'est la dégringolade, je suis Voilà. d'accord. Donc du coup, il y a des moments où on arrive à bien communiquer, et puis il y en a d'autres où on pète un plomb, et puis hop, on s'est dit la communication n'était peut-être pas optimale à ce moment-là. Sûr. On peut toujours revenir dessus et puis étudier un petit peu toujours ce qui s'est passé pour essayer de comprendre le pourquoi on a réagi comme ça, et puis en fait étudier un peu soi-même. Mais d'ailleurs, ça aussi, hein, quand on a affaire à de l'humain comme ça et essayer d'aider quelqu'un, avant, au préalable, il faut quand même faire un peu de thérapie, quand même, sur soi-même. Bien sûr. Moi, j'en ai eu, ça a été obligatoire dans mes études, de faire une thérapie sur soi-même. J'en ai eu, et après, il faudrait continuer en fait tout le long de la vie, parce qu'on en prend tout le temps dans la tronche, comme tu dis, un peu très souvent. Mais parce qu'en fait, on va faire vite des transferts sur quelqu'un, de nos propres peurs ou de nos propres problèmes. Et quand ça arrive, là, on n'est plus dans l'aide, on est dans le rapport à soi plutôt. Et on peut s'en apercevoir ou parfois pas. On finit par s'en apercevoir parce que finalement, on n'arrive pas à régler le problème de la personne, parce qu'en fait, on s'est trompé. Ça arrive, hein, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pour ça que des fois, peut-être il faut choisir aussi les personnes qu'on va aider. Moi, je vois en cabinet, il y a certaines problématiques, je ne prends pas. J'ai une problématique dans ma vie concernant une personne de ma famille qui était alcoolique. Ok. Voilà, qui s'est suicidée. Okay. Donc j'ai les personnes qui ont un rapport avec l'alcool et qui est difficile, j'évite. Voilà. Okay. Parce que je sais que, bon, pourtant j'ai été en thérapie mais je sais que c'est quelque chose qui est resté très longtemps un problème. Donc pour éviter de transférer, j'évite de prendre ces gens-là. Après, il faut avoir la sagesse, un peu, on va dire, sagesse, une certaine forme de sagesse, de dire non, je ne prends pas. Sûr. Et de renvoyer à un collègue. Bien sûr, il y a des gens aussi plus spécialistes de certains problèmes, je pense, que d'autres. Et voilà, on va. Non, c'est bien. Après,
pardon, excuse-moi, faut rester humain. En fait, on reste humain, en fait. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai du mal à... Toi, j'avais eu une expérience en psychothérapie la semaine dernière, il y a 2 semaines plutôt. Et j'ai du mal un peu avec son approche parce qu'en fait, côté très froid, freudien, et j'y crois pas trop, en fait, parce que moi, je sais que je suis vraiment pour la psychologie humaniste, toi, et je veux qu'il y ait vraiment une empathie parce qu'il y a une ouverture, une authenticité de la personne. C'est vrai que l'approche de Carl Rogers me plaît beaucoup, hein, cette approche empathique et voilà, cette acceptation complète de la personne en face de toi. Et puis, du coup, cette authenticité dans la parole, voilà, pas avoir besoin de se cacher soi-même, toi. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi que j'ai eu beaucoup de gens qui sont plus ouverts à moi dans mon bike fitting, par exemple, parce qu'en fait, moi-même, j'approche en disant un peu mes côtés noirs, mes côtés sombres, et donc la personne se dit, voilà, c'est OK, tout le monde a un côté sombre. C'est ce que Jung disait, hein. Et il faut l'intégrer, justement, ce côté sombre. Moi, j'ai eu pas mal de challenges au niveau sexuel, par exemple, comme beaucoup de jeunes hommes, hein, tombés dans la pornographie assez tôt. Et aujourd'hui, je pense que c'est un problème qu'affecte beaucoup de jeunes hommes, et j'essaye justement d'en parler assez ouvertement, toi. Et même au début, c'était un vrai challenge, parce qu'au début, j'avais du mal à en parler avec ma famille, toi, et j'avais une honte là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, ça, c'est vraiment un challenge. Et après, il y a les réseaux sociaux aussi, pour les jeunes filles notamment, c'est assez catastrophique. Là, je regardais les chiffres du dernier livre de Jonathan Haidt, et qui parle justement de cet impact des réseaux sociaux. Et lui, il parlait de restreindre les réseaux sociaux avant 16 ans, de ne pas autoriser les réseaux sociaux avant 16 ans. Mais après, par contre, il parle beaucoup qu'il y a besoin d'avoir une approche collective. Parce que les jeunes, sinon, ils vont être « Ah, mais la copine, elle a Instagram, pourquoi moi, j'ai pas le droit ?» ou TikTok. Et toi, t'en penses quoi, du coup, de cette utilisation des réseaux sociaux? Alors moi, je l'utilise. Alors moi, Instagram, j'y suis depuis 7 mois, quand j'ai appris que Facebook, c'était pour les vieux. Bon, bah, je suis vieille, quoi, j'ai 30 ans. Donc j'ai dû m'y mettre à Instagram pour mon entreprise, et vraiment uniquement pour l'entreprise, parce que effectivement, on m'a dit, on m'a conseillé, parce qu'on me dit, ouais, ça fait énormément de vues, t'es voyante sur, ton entreprise est voyante sur Instagram, etc. Je m'y suis mis. Bon, je comprends pas encore tout, mais effectivement, on arrive à avoir plusieurs accroches en passant par des réseaux sociaux. C'est quelque chose aussi que en même temps me prend énormément de temps. Bien sûr. Donc après, ça a double tranchant, mais malheureusement, on est obligé de se faire à la génération d'aujourd'hui. La génération d'aujourd'hui passe par là. Donc quelque part, j'y passe aussi. Après, il y en a qui seront pour, il y en a qui seront contre. Mais Moi, j'aimerais essayer de trouver une approche alternative, toi plus en train de collecter des emails, toi, revenir sur un peu en arrière, liste d'emails. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, après, potentiellement, comme tu dis, c'est possible d'y être présent en tant qu'entreprise. Après, ce qu'il faut faire gaffe, c'est est-ce que tu le mets sur ton téléphone, par exemple, ou est-ce que tu le laisses uniquement sur ton ordinateur? Comment tu fais, toi? Et non, moi j'ai tout sur mon... Alors, vraiment, mon portable, pardon, c'est mon ordinateur, quoi. Et J'ai tout dessus. Et t'arrives à, toi, pas te faire prendre dans le jeu de l'algorithme, ou des fois, tu te fais prendre dans le jeu de l'algorithme Instagram? Ben, en fait, c'est surtout sur les publications de la société où oui, là, je me fais prendre au jeu dans le sens où j'aime bien respecter un certain rythme de publication, on va dire, pour pouvoir rester un petit peu dans le game, comme ils disent les jeunes. Après, je te dis, ça me prend énormément de temps, et il y a des fois où on pourrait faire tant d'autres choses à part au lieu de se mettre dessus. Mais bon, c'est un peu la vitrine, tu vois. Sur mon camion, j'ai les écriteaux. Bah, dessus, il y a le signe, tu peux photographier là. C'est comment on dit. Le QR code. Ouais, le QR code là d'Instagram, parce que c'est un peu la vitrine, quoi. Tu vois. Au lieu de payer un site, j'ai eu fait payer un site internet 150 € tous les mois là. Du coup, tu mets Instagram et c'est un peu ta vitrine. Et bon, voilà. T'as plus de site internet là? J'ai plus ou moins. Non, je l'ai plus. Je l'avais laissé de côté, ouais. Ouais, t'es passé plus sur les réseaux. Ouais, alors que moi, au contraire, j'ai plus réinvesti dans le site internet. Après, 150 € par mois, c'est beaucoup. Il me semble que c'était ça, je crois. C'était pendant un temps, et après, il me le laissait. Ah oui, après, il te laisse. Parce que moi, je paye une maintenance, parce que j'ai mon gars sur mon site WordPress qui me fait un peu de... Déjà, toutes les mises à jour des plugins, et il y a pas mal de choses à faire sur un site internet comme ça. Et puis après, tu as aussi un peu de construction de temps en temps. Mais ouais, moi, j'essaie vraiment de construire mon site internet, focaliser là-dessus. J'ai mon blog sur mon site internet, et les réseaux sociaux, j'essaie vraiment de partir. De partir, ouais. De partir complet. Et on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que
problème qu'il y a, c'est que j'avais du mal à aller aussi sur les réseaux sociaux. En fait, aussi, ça serait un peu hypocrite de dire je suis contre les réseaux sociaux, par contre, je mets des publications. Voilà. Mais après, en même temps, quelque part, il faudrait aussi des gens sur les réseaux sociaux, par exemple, qui disent que les réseaux sociaux, c'est dangereux. Mm. Tu vois, c'est un peu là le paradoxe. Après, oui, pour revenir, oui, il me faisait ça. Il me donnait l'astuce pour Ouais. le faire. Et après, je le faisais toute seule. Tu vois, donc il m'avait demandé quelques mois comme ça, 150. Puis après, il me laissait le site. Puis après, ça prend énormément de temps aussi, quoi. Bien sûr. Ah ouais, c'est énorme. Et du coup, ouais, j'ai un peu laissé de côté. Il y a toujours mon numéro, mes trucs sur Internet, donc les gens le trouvent. Mais je mets plus rien dessus. Et après, concernant Instagram, toi, j'ai des athlètes en individuel, donc là, en entraînement en cyclisme. Je peux leur demander, bah tiens, si des fois tu veux mettre, si tu veux mettre mon nom d'entreprise, bah tu le mets au-dessus. Ouais. Voilà. Après, tu vois, je commence un peu à en revenir parce que finalement, les jeunes le font pas toujours. Donc bon, après, au début, enfin, je prenais ça un peu comme une reconnaissance, on va dire, du travail fait. En disant, bah voilà, il y a un énorme travail derrière, donc je te demande juste de faire ça, tu vois, c'est un peu sympa, c'est cool, ça marche comme ça. Après, bon, bah bien sûr, je suis rémunérée, mais... Et puis finalement, les athlètes, ils en ont un peu rien à faire, tu vois. Je vais pas me la faire à la Philippe Lucas, mais franchement, il y a des fois où ils en ont rien à faire, donc bon, je pense que je vais lâcher un peu ça, et puis... Parce que là, du coup, tu publies sur Instagram, sur Facebook encore aussi ou pas? Ouais, sur Facebook, mais sur Facebook, c'est moins l'entreprise. Ok. L'entreprise, c'est Instagram. Et sur Facebook, tu publies plus, du coup. Ouais, je refais un peu la même chose, sauf que là, enfin, je mets d'autres choses aussi qui m'appartiennent. Enfin, si je vais voir une publication qui me plaît sur le sport, je vais le retransmettre sur Facebook, tu vois, plutôt. Tu vas repartager, ouais. Ouais. Et ok. t'as d'autres réseaux sociaux encore par rapport à ça ou... Non, franchement, j'ai rien d'autre. Parce que c'est vrai que ça peut être un vrai problème aussi pour les... Quand tu vois des fois vraiment les grosses célébrités et tout qui sont présentes sur toutes les plateformes, elles sont des gens qui bossent pour eux, bien sûr, là-dessus, mais c'est vrai que tu as tellement de plateformes. Et aussi, les réseaux sociaux, c'est évolutif parce que toi, une plateforme comme Facebook, qui était quand même la plateforme numéro 1 il y a 10 ans, et aujourd'hui, c'est vrai que Facebook, comme tu le dis, c'est plus ultra... Bah non, du coup. ultra important, mais... et après, c'est vrai que tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai un problème avec les réseaux sociaux, c'est que je me dis, moi, ce que j'ai envie, c'est que mes actions dans la vie, bah, y a quand même, qu'on s'en souvienne, qu'elles aient un impact sur le monde. Et là, du coup, je suis en train d'attaquer l'écriture d'un bouquin, parce que pour moi, un bouquin, c'est vraiment la chose intemporelle, toi. Alors que les réseaux sociaux, on a vu des réseaux sociaux comme MySpace, par exemple, complètement se péter la tronche. En France, ça n'a pas pris de malade, mais toi, et Facebook, on voit que c'est vers la fin quand même, et voilà, et après, il y a le TikTok et machin. Par contre, je suis aussi assez... le jeu des vidéos courtes, j'ai vraiment un problème avec, parce que toi, je m'y suis mis à en faire quelques-unes, j'ai testé, mais c'est de la cocaïne pour le cerveau. Ah oui, par contre, oui. Bah, pareil, toi, je m'y suis mis aussi à faire ça. Je me suis dit, il y a 7 mois, quoi, 6 mois. Déjà, c'est un peu long à faire, déjà. Ça te prend du temps. Donc, si tu prends du temps pour ça, bah, tu as moins de temps. Enfin, moi, je le fais surtout le soir, donc je me couche tard pour faire un peu la communication, quoi. Et donc, c'est un peu... voilà, puis tu vois tous les jeunes qui sont dessus, qui regardent, donc tu dis, bon, bah, tu le fais, quoi, pour mettre en avant. Mais ça te prend un temps de fou. Après, est-ce que les jeunes, ça te fait vraiment des trucs, ou les jeunes, ils enchaînent, et puis au final, ils savent plus ce qu'ils ont regardé C'est ça. Après, voilà, tu sais pas trop. Hein. Les jeunes, c'est ce que je vois, c'est assez complexe. Hein, toi. Moi, je vais à l'église depuis le mois de janvier, là. J'ai pas mal... Parce que la religion m'intéresse beaucoup, et par rapport à tout cet aspect éthique aussi, comment ça a développé notre société. Et je regarde les jeunes, c'est pareil qu'ailleurs, en fait. Ils sont moins que les autres, mais ils ont vite une tendance à tomber sur les réseaux sociaux. Il y a le téléphone qui tourne toutes les 10 secondes. Moi, j'étais au repas l'autre jour, mon téléphone est dans mon manteau. Je m'en fiche, quoi. Je m'en fiche. Alors les autres, il y a quand même les notifications qui arrivent. Voilà, il y a le Snapchat, machin. Non, ça, par contre, non, ça, je m'en fous un peu. Par contre, c'est... moi, je suis obligée d'avoir le téléphone parce que, comme je te dis, il y a tout qui tourne autour. Donc, j'ai un athlète qui m'appelle, c'est le téléphone. J'ai tout. Donc, du coup, je suis obligée d'avoir le téléphone. Par contre, là, dans Snapchat, TikTok, machin, ça, j'y connais rien du tout. Et non, ça c'est pas plus mal. Hein. m'intéresse pas du tout. Ouais, je crois que c'est pas plus mal. Non, c'est vraiment pour la société et puis filer un coup de main sur la com, quoi. Parce qu'en plus, nous, c'est vrai que quand je suis passée dans mes études, on n'a pas pratiquement pas été enseigné. On nous a pas trop enseigné. Le marketing. Ouais, le marketing, la communication. Alors, on a eu du management.
Ok. Mais on n'a pas forcément eu... Enfin, déjà, à cette époque-là, il n'y avait pas Instagram. Il y avait Facebook, mais bon, c'était pas forcément le truc pour développer non plus l'entreprise. Donc ça passait par autre chose, les flyers et tout ça. Mais on sait qu'aujourd'hui, les flyers, ça n'a plus aucun impact quasiment. Donc bon, on essaye de faire avec notre temps. Alors on peut faire des erreurs par moment, je pense, mais on essaye de faire comme on peut. Alors des fois, j'ai un peu l'avis des collègues aussi. Je dis comment tu fais toi? Il me dit écoute, moi j'essaye. Il me dit je suis passé comme toi un peu à essayer de demander, de mettre le nom sur les photos, les machins. Il m'a dit j'ai vu que ça marchait pas forcément parce que les athlètes s'y tiennent pas forcément. Donc un peu le même avis. Il m'a dit puis en plus, du coup j'ai laissé tomber. Et puis du coup bah ils font ouais en fait ce qui marche le plus c'est le bouche à oreille, hein. Ah, bah, de toute façon, ça, c'est sûr que c'est le marketing intemporel, le bouche-oreille, il faut pas l'oublier, hein. Eh non, faut pas oublier. Donc, du coup, tu vois, petit à petit, on en revient à ça. Et petit à petit, j'y reviens aussi, hein. Bien sûr. Ouais. Après, on essaye de faire et de vivre avec notre époque, hein. C'est toujours pareil. Mais finalement, Après, si aussi, est-ce qu'on a vraiment envie de vivre avec notre époque? Parce qu'est-ce qu'on n'a pas envie quand même que ça revienne un petit peu en arrière, là? ah si, moi, j'ai énormément de nostalgie. Ah, là, c'est quand Ouais. même, c'est assez triste parce que toi, on voit mais en fait, à chaque nouvelle, aujourd'hui, les technologies, ça monte énormément et on est vraiment dans une courbe exponentielle. Et il y a du bien dans la technologie. Par exemple, l'intelligence artificielle. Tu as joué un peu avec l'intelligence artificielle ou pas? Alors, ça m'intéresse. Et J'aime bien. moi j'ai beaucoup joué avec ChatGPT, hein, pour Oui, bah moi ouais, aussi. ouais. Et ChatGPT, c'est vrai que pour tout ce qui est tâches administratives, c'est intéressant. Mm. C'est intéressant. Moi, par exemple, quand j'écris un blog, je lui demande de juste éditer mais ma ponctuation, voilà, voir s'il n'y a pas des mots, des transitions qui sont un peu abruptes, toi. Mm. Mais par contre, avec ChatGPT, si tu veux, demain, tu fais des sous. Tu lui dis écris-moi un bouquin pour moi, il va te le faire. Tu mets la bombe tronche, il le fait. Par contre, il n'y a plus d'âme là-dedans. Mm. Et ça, c'est un risque qu'on va prendre. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire de l'argent avec Internet. Tout le monde. C'est facile. Par contre, faire de l'argent avec le cœur sur Internet, est-ce que tout le monde va vouloir le faire comme ça? Parce que ça prend beaucoup plus de temps. Bah d'ailleurs, si tu me manges sur ce sujet, enfin, c'est même pas que sur Internet, hein, le cœur, l'âme, la bienveillance, etc. Je sais que c'est des valeurs qui me tiennent très à cœur, mais c'est extrêmement compliqué, toujours encore une fois, dans cette vie d'aujourd'hui. C'est pas que Internet, hein, c'est partout. C'est partout. Partout, partout. Les gens, ils cherchent autre chose que de s'emmerder, hein, excuse-moi du terme, mais de C'est pas s'emmerder grave, avec vas-y. ça, quoi. Après, tu sais, c'est comme par exemple, l'autre jour, j'avais un mec qui me coupe un peu la route, là. Bon, qui me coupe pas vraiment la route, parce qu'en fait, je m'arrête et je sortais un peu d'un bois. Toi, il y a une route, et donc peut-être qu'il a pris un peu peur. Et ouais, je peux comprendre. Et après, derrière, il sort son doigt de la fenêtre quand il me fait un doigt. Et toi, moi, dans une situation comme ça, depuis toujours relativement, mais maintenant encore plus avec mon empathie, je me dis, c'est tout, il sait pas en fait. Il sait pas qu'on est tous connectés les uns aux autres et qu'en fait, ça ne sert absolument à rien. Là, il ressort juste ses traumatismes sur une autre personne et ça ne sert à rien, ça ne le fait pas avancer dans la vie, ça ne l'aide en rien. Mais par contre, combien de gens ont compris ça? C'est pas un pourcentage majoritaire. Ouais, et puis c'est jamais simple, même avec les traumatismes, hein, on en a tous. On a tous notre défense par rapport à ça. Et on s'est tous retrouvés dans des situations où on n'aurait jamais cru qu'on s'y retrouverait, psychologiquement, je parle. Par exemple, moi, j'ai des collègues pompiers qui ça arrivait, hein, je sais pas, face à quelqu'un qui est schizophrène, qui parle tout seul, bon, ils rigolaient par moments. Après, le rire peut dédramatiser une situation. Parce que le schizophrène, par exemple, peut aimer. Ça arrive. Mais pas souvent. Donc, généralement, on évite quand même. Et puis, c'est pas marrant. Enfin, moi, j'aime pas trop cette approche-là. Parce que demain, on peut... Alors, théoriquement, à partir de 25 ans, normalement, on peut plus être schizophrène. Alors, on peut plus. J'aime pas trop ce terme. Mais normalement, c'est jusqu'à 25 ans. Parce que tu dis il y a une neuroplasticité, mais il y a quand même toujours une neuroplasticité après. C'est pour ça que je te dis, voilà, prendre avec des pincettes cette chose-là psychologique, parce que voilà. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, la schizophrénie, il y a du traumatisme, il y a aussi la drogue. Aussi schizophrénie, c'est quand il y a plusieurs personnes dans ta tête, en gros. Oui, c'est ça. C'est quand ils entendent des voix, généralement. Okay. C'est la dissociation. Donc, oui, et on sait que la cause peut être des traumatismes, ça peut être aussi la drogue, ça peut être l'âge aussi par rapport à l'âge. Enfin, il y a pas mal de... Il y a la génétique aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, donc à partir du moment où on arrive face à cette personne-là et puis on essaye d'être empathique avec elle et on part du principe où on se dit mais en fait demain ça peut m'arriver.
Parce que Bien demain, sûr. je peux vivre un trauma et puis derrière, je décompense. Et on en a vu des personnes comme ça dans le quotidien de pompier. On en voit hein, des gens comme toi et moi. Et puis un jour, ils ont un trauma et puis derrière, ils sont prêts à tuer quelqu'un, quoi. Je veux dire, la mort, c'est dans les cellules de tout le monde, hein. Donc pour moi, tout humain est capable de tuer. On a tous cet instinct un peu animal Bien sûr. qui est au fond. Donc après, voilà, il y a des traumatismes qui révèlent, d'autres qui peuvent pas révéler, qui révèlent certains mécanismes de défense. J'ai déjà croisé des multiples personnalités. Je sais pas si tu connais. Ouais, je suis un peu familier, mais Ouais. pas tant que ça, donc tu peux expliquer, puis à l'audience aussi. Donc, Oui, en fait, donc c'est des personnes qui, face à un traumatisme, ont développé c'est un peu Split, Ok. le film Split, où il y a sept personnalités à l'intérieur de lui, et selon ce qu'il a en face de lui, la situation qu'il a en face de lui, il va prendre telle ou telle personnalité. Ça, je l'ai vu sur une personne, je l'ai vraiment vu, donc il m'a expliqué un petit peu comment ça se passait dans sa tête. J'ai eu la chance de pouvoir parler avec lui. Vous avez bien réussi à communiquer pour qu'ils expliquent de façon précise et claire. Voilà. Il m'a montré aussi comment il changeait d'une personnalité à l'autre. Donc il l'a fait devant moi. Ce qui était relativement un petit peu compliqué à vivre. Ok, je peux imaginer. Et ouais, donc, et ça, par contre, c'est un mécanisme qu'on a tous en nous. En fait, un jour, il lui est arrivé un traumatisme et puis c'était trop dur pour lui de le vivre. Il ne pouvait pas l'admettre, ce qui se passait. Donc, en fait, sa psychologie a éclaté en plusieurs personnalités pour faire face à ce traumatisme-là. Donc, selon le traumatisme, selon la situation à laquelle il a affaire, il a telle ou telle personnalité qui se met en marche. Voilà. Donc, si par exemple c'est une situation de colère, eh ben, il va faire appel à, je sais pas, Ondine. C'est réversible ça ou c'est juste contrôlable? C'est comment tu le vois? Alors selon lui, il m'expliquait que c'était pas forcément contrôlable. Par contre, il avait mis en place un geste pour dire aux gens que là, il changeait de personnalité. Donc c'était, il serrait le poing. Il me disait, quand je serre le poing, ça veut dire que je sens que je vais changer de personnalité. Donc en fait, c'est en fonction de la situation qu'il rencontre. Ah ouais, c'est. Mm. Wow. Donc contrôlable, non. Par contre, il se faisait diagnostiquer. Il était jeune, hein, il avait 18 ans, je crois. Et après... C'est un pompier lui ou. Non, 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 non. pas, non. Non, non, Non. c'était une victime. On n'était pas venu pour ça du Ah tout. oui, ok. Et il nous expliquait qu'il avait ça. Et là, typiquement, on fait pas d'hypnose dessus. Alors, c'est vrai que franchement, entre toi et moi, ça m'aurait intéressé, tu vois, de voir un peu avec l'hypnose si on n'aurait pas pu faire quelque chose et regrouper les personnalités. Maintenant, franchement, s'il y a des psychiatres qui m'entendent, ils vont hurler. Donc non, on fait pas ça et j'ai jamais fait. Mais ça peut être... c'est vrai que quand on connaît un petit peu la psychologie derrière, on se dit, est-ce que c'est réversible ou pas, quoi. Et est-ce que, si jamais on rattrape toutes ces personnalités, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, si son inconscient a voulu faire ça, c'est qu'à un moment donné, c'est un instinct de défense, c'est un instinct de survie. Donc si on regroupe et qu'on refait revenir la personne elle-même sans toutes ses personnalités, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va pas droit à la mort, en fait? Ah, c'est fascinant. Hein. C'est terrifiant aussi, peut-être, mais ouais. Ouais. Donc des fois, peut-être il vaut mieux pas trop y toucher. Ouais, c'est. Qu'après, Ah, moi, ça m'attriste toujours. C'est vrai que des fois, j'essaie de comprendre, toi, et je me dis, comme dit, j'ai beaucoup d'empathie pour tous les gens, et du coup, je me dis, oh, les pauvres aussi, je sais pas après comment ils le vivent aussi. C'est difficile hein, de se mettre à la place de quelqu'un comme ça et d'arriver à comprendre réellement comment ils peuvent le voir. c'est difficile. Oui, c'est difficile. Après, je pense qu'il faut peut-être plus lire la psychologie et comment ça se passe dans la tête pour être vraiment empathique avec ces gens-là. Parce que quand on ne comprend pas le fonctionnement de leur pathologie, c'est compliqué, là, par contre, Bien d'être sûr. empathique. Là. Mais quand tu comprends un petit peu que l'inconscient, il est là pour garder notre intégrité physique et mentale. Lui, c'est notre instinct de survie, si tu veux. Donc, il est là pour nous garder en vie. Donc, face à une situation, il va tout faire pour que, en fait, notre intégrité mentale ou physique soit toujours là. Mais là, du coup, l'intégrité mentale, elle est là, mais plus vraiment là aussi. Elle est là. Ouais. Elle est là pour l'inconscient. Mais au niveau société, ça convient pas. C'est quand même pas. Voilà. Et ça, l'inconscient, il s'en fout de la société. Lui, ce qu'il veut, c'est que l'intégrité mentale reste comme ça. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va
exploser la personnalité pour éviter de toujours avoir à faire à ce traumatisme et d'imploser l'intérieur. Et tu sais quel traumatisme il a eu, ce jeune Non, homme, ou pas bah non, puis bien sûr, je ne vais pas lui demander. Il faut surtout pas lui rappeler. Enfin, je pense pas, mais j'ai jamais pensé à lui demander, en tout cas. Que tu penses que ça serait risqué de te reconfronter à une personne face à son traumatisme comme ça On ne reconfronte pas une personne comme ça face à un traumatisme qui est très certainement très lourd à vivre. On ne le Oui. fait pas comme ça. Non. Mais ça pourrait pas être une clé Oui, mais peut-être sur des années. Alors, sur du long, ok. sur Ok. de long terme. C'est comme avec certaines personnes où on sait qu'ils ont vécu des très gros traumatismes, on va y aller très 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 doucement. Parce que toi, en hypnose, on le voit bien, tu as des gens qui ont des très fortes angoisses liées à des traumatismes énormes. Et on sent que si on y touche, l'inconscient veut tout déballer d'un coup, veut tout enlever d'un coup. On le sent, hein, parce que à partir du moment où on va les mettre dans un endroit agréable, donc on leur fait fermer les yeux, on leur dit allez dans un endroit que vous aimez bien, où vous vous sentez bien, ils vont fermer les yeux, ils vont aller sur la plage, ils sont vraiment dedans, parce qu'on leur demande de le visualiser, de l'entendre, de le ressentir. Donc le cerveau pense vraiment qu'il est à la plage. Il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait l'inconscient à ce moment-là? Il peut, chez certaines personnes, et c'est pas rare, hop, ah bah attends, t'es dans cet état-là, hop, je vais faire passer mes angoisses et je vais les faire sortir. Et on va avoir des mouvements, des tremblements, des pleurs, alors qu'à la base, ils étaient en du positif. Ils vont me dire, tiens, je vois des choses noires passer quand je suis dans mon lieu. Ça, c'est les angoisses. On va avoir plusieurs phénomènes comme ça où on sait que l'inconscient a pris la brèche et veut faire sortir. Sauf que parfois, c'est pas le moment et surtout, il peut pas tout enlever d'un coup. Parce que les émotions, c'est quand même important justement de les exprimer et de les laisser ressortir, non? Oui, mais pas tout d'un coup. Pas tout Parfois. d'un coup. Enfin, c'est l'expérience que j'ai. Est-ce que Après, c'est réellement possible de tout ressortir d'un coup? Oui, non, mais oui. Enfin, j'ai vu des gens qui ont, par rapport à l'hypnose, sont partis dans des états pas possibles et dans des tremblements et dans des crises de tétanie parce que les émotions sortaient trop vite. Ok, Ouais. Et c'est ça qu'on veut pas en fait. c'est ça. Et ça peut arriver, tu penses, une personne toute seule en méditation, ou ce serait vraiment plus quand il y a une hypnose ou qu'il y a un... Euh, Enfin, en méditation, oui, bah, de toute façon, on y retrouve un peu le même phénomène. Donc, oui, je pense que c'est possible de se reconnecter à quelque chose de négatif en méditation, toujours pareil. Après, il y a des gens qui ont peur de se mettre en état de transe ou en méditation, on va dire, parce qu'ils ont peur de ne pas revenir. De ne pas revenir de cet état. Si, on y revient toujours, en fait. On n'y revient peut-être pas au moment où on veut, c'est-à-dire que le temps passe très vite en transe. Ok. Parce que moi, j'ai un exemple. Je te parlais de mon traumatisme un peu plus tôt. Donc, voilà, mon ex-copine, elle avait vraiment du mal à se mettre en méditation. C'est comme si elle allait confronter une partie d'elle qu'elle est... Oui, alors ça aussi, ça existe par contre. Ça aussi. Ça, c'est encore un autre versant. C'est l'inconscient qui refuse d'aller dans le traumatisme. Et ça, on le voit. On a des fuites. Les gens, ils fuient. De toute façon, dans l'instinct de survie, comme on dit, et c'est vrai, il y a deux façons de faire. Soit on combat, soit on fuit. L'un n'est pas mieux que l'autre. Dans l'inconscient, c'est pas parce que tu fuis que t'es une mauviette ou je sais pas quoi. Fight or flight. C'est pas du tout ça. Dans l'inconscient, c'est je fuis ou je me bats, c'est au même niveau. Et des personnes qui, au lieu de confronter à leur traumatisme, mais inconsciemment, ils préfèrent les fuir. Et on voit bien des fois en thérapie que l'inconscient, on voit pas qu'il fuit, quoi. Et on propose des outils, on met en place l'outil, et la personne, sans forcément être consciente de ça, on sent que, hop, elle y rentre pas dedans. Elle rentre pas dedans. Ou alors, elle fuit, et elle répond complètement à autre chose. Et on dit, bon, l'inconscient me fuit. Il n'est pas prêt. Non, n'est pas prêt. Alors, parfois, il n'est pas prêt, bien souvent, parce que le lien n'est pas tissé avec la personne. Ok. Donc ça fait partie des choses, et même en hypnose d'urgence, le tisser des liens avec la personne, c'est hyper important. J'avais trouvé, avec les médecins, on avait trouvé des outils qu'on mettait en place pour justement tisser un lien hyper rapidement. Moi, le but, quand j'étais en hypnose d'urgence, c'était de calmer une douleur plus rapidement qu'un médicament. Okay. La barre était haute. Comment tu faisais du coup pour tisser un lien très rapidement? Alors, comment je faisais pour tisser un lien très rapidement? Alors déjà, ça passe par ma place au sein de l'équipe. Si j'étais en équipe de pompiers, c'était plus facile parce qu'on était un peu trois au même niveau, même s'il y a un chef d'agrès.
Mais quand j'étais au sein du SAMU avec l'infirmier, le médecin et l'ambulancier, le médecin était le premier généralement à aborder la victime. Donc c'est le premier à tisser un lien. Et au début, on avait une difficulté là-dessus parce que moi, j'arrivais après lui et du coup, j'avais plus de mal à tisser mon lien. Donc je lui avais dit: «Bah, transfère-le moi». Et pour le transférer, il disait à la personne: «Tenez, je vais vous laisser avec mon hypno, pour, calmer votre douleur». Et comme elle avait déjà tissé un lien avec le médecin, bah, moi, il me le rebalançait et là, j'avais une facilité. J'avais d'autres petites choses aussi. Alors déjà, on a le costume, hein, on a notre habit Forme. une uniforme, voilà, uniforme qui nous, aux yeux des gens, qui est rassurant. Donc déjà, on tisse un lien déjà assez naturellement, assez rapidement. Et puis ensuite, c'était des choses, basiques, hein. C'est, la personne elle est assise, je me mets assise aussi. Mhm. En fait, on va pas la mimer, on va pas la singer, mais on va la mimer parce que dans l'inconscient, quand une personne se met dans une même position ou qu'elle nous mime, en fait, on tisse un lien. Bien sûr. Si on regarde, si on observe un peu plus et qu'on regarde des gens dans un bar et quand ils se parlent, souvent ils sont dans la même position, Bien sûr. si vraiment il y a un lien. S'il y a pas la même position, c'est qu'ils sont pas vraiment dans le lien. Pareil, une personne où je vais avoir besoin de la driver parce qu'il faut la faire sortir d'un état négatif, je vais mettre en face et je vais la regarder dans les yeux. Une personne où, elle est calme et on veut juste discuter pour faire diminuer une angoisse, je vais me mettre à côté et pour ouvrir l'horizon. Pareil, des personnes dans la rue qui parlent, si 2 personnes sont l'une à côté de l'autre et qui parlent, ils parlent de tout et de rien. Oui. S'ils sont en face, c'est plutôt une confrontation. Donc, je vais me servir du non-verbal pour pouvoir tisser mon lien. Et puis, je vais me servir aussi, et ça, c'était le cœur de ma méthode, c'était l'intention. C'est sûr. L'intention que j'y mettais. Et le non-verbal, d'ailleurs, c'est 55% de la communication, si je me rappelle bien. C'est tout. C'est beaucoup, pardon. C'est beaucoup, ouais. Voilà, C'est c'est 55, beaucoup. je crois que c'était 7% la parole, 38 le ton et 55 le body language. C'est ça. Quand on dit la parole, c'est les mots qu'on utilise. Les mots, ouais, bien Ouais. sûr. Et puis après, le ton est plus important que les mots en eux-mêmes. Et après, C'est ça. le langage corporel, du coup, est plus important encore. Et C'est ça. c'est tout à fait cet effet de miroir est très intéressant. Ouais. Et moi, je le remarquais même, des fois, je le fais sous-consciemment. Avec certaines personnes, mon accent change légèrement. Oui. Demain, tu me fais parler avec un Québécois, je vais Prendre changer mon l'accent. accent, c'est sûr. Mm. Et ouais, c'est vrai. Et on le fait de façon sous-consciente, mais c'est vrai que ça aide à lier cette empathie. Est-ce que tu utilisais aussi, je sais pas, dans ta parole, de reconnaître ses émotions, par exemple, dire on sent que tu es angoissé à ce moment-là, ou voilà, Oui, en fait, je ratifie. C'est le Ouais. mot qu'on utilise en Ratifier, hypnose. ok. On ratifie. Quand il me dit quelque chose, je reprends et je reformule peut-être, mais pour que en fait, ça mette de la conscience dans le terme ou dans l'émotion. Et pareil, on va pas dire ta douleur ou ta maladie, on va dire une maladie, une douleur. En fait, on va changer un peu notre manière de dire. Alors, effectivement, c'est 10% à peu près le verbal, mais le verbal compte quand même. Si on dit monsieur, ne bougez pas, la personne va avoir plus tendance à bouger parce que l'inconscient ne comprend pas le ne pas. Il ne traite pas la négation. Le cerveau ne traite pas la négation. Donc, quand on dit à un enfant ne bouge pas, en fait, il va avoir tendance à bouger parce qu'il ne traite pas la Faut négation. le dire de façon positive, quoi. Voilà. Quand on veut dire faire passer quelque chose. C'est ça. Donc, on va changer un peu les paroles, le sens, et on va dire, monsieur, est-ce que vous pouvez vous calmer? Ça, c'est beaucoup plus positif déjà. Pareil, nous, on utilise une échelle de douleur. Alors ça, 1 à 10. voilà, de 1 à 10, à combien? Alors, déjà, on approche la personne et on lui dit, sur une échelle de douleur, c'est souvent on dit ça comme ça, sur une échelle de douleur qui est comprise de 0 à 10. 10, vous avez super mal, et 0, pas du tout mal. Déjà, dans notre phrase, on a dit 4 fois le mot mal. En fait, on est en train juste de conformer qu'il a mal, en fait. On est en train de lui dire, t'as mal, quoi. Et on lui dit, combien vous êtes? Je suis à 7. Ok. Alors là, tu as vraiment dit le bon chiffre. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire par défaut le 7, parce que c'est ni trop ni pas. C'est comme une personne, tu dis, la personne, tu la trouves comment au niveau physique? Oh, c'est un 7. C'est ça. Souvent, c'est ni trop ni pas assez. C'est ça. Tu vois, ils hésitent. 7. Ok. Maintenant, si on fait sur une échelle de confort, entre 0 et 10. 10, t'es super confortable. 0, pas du tout. Vous mettriez combien? Finalement, je mettrais 6. Et en fait, si on inverse, du coup, on a beaucoup plus sur l'échelle de confort
que sur l'échelle de douleur. Alors là, ton 6, ça serait un 4 du coup. Et du coup, voilà, ouais. Alors là, ça inverse beaucoup. Là, Ouais, c'est ça. j'ai peut-être été un peu trop dans le truc, mais en gros, ça inverse beaucoup. Donc là, la personne, typiquement, si je reprends mon 7, elle va peut-être dire sur l'échelle de confort, parce qu'on lui a ancré le mot confort plusieurs fois, et de par notre verbal, notre personnalité, etc., on aura peut-être je sais pas, un 4-5, souvent. Voilà. Et du coup, ça change l'échelle. Par contre, ce que je me suis rendu compte, hein, parce qu'à un moment donné, on fait des expériences aussi, c'est que si on arrive sur une personne qui a super mal, hein, qui a une grosse douleur, et qui finalement, on lui dit direct, sur une échelle de confort, il va s'énerver. Parce qu'en fait, on va pas être au même niveau que lui. Et ça a été aussi quelque chose que j'ai appris et que j'ai mis dans ma méthode, c'est d'être au même niveau que la Il personne. ressent moins d'empathie du coup, si tu le dis comme ça. Exactement. Et en fait, on est l'empathie, l'intention, c'est le cœur de ce que je donnais. Parce que en fait, sans ça, on peut rien faire. Rien faire. Non. Pour ça que les gens me disaient, pour suivre ta formation, il faut un don. Non, il n'y a pas de don à avoir. C'est des techniques. Le seul don, entre guillemets, qu'il faut avoir, c'est d'être empathique et d'être passionné par son métier. Le reste, après, c'est bon. Par contre, si tu arrives vers moi et que tu me dis, je veux voir ton outil juste parce que je passe bien aux yeux des autres, parce que je me montre aux yeux des autres, ça va pas marcher. Fallait y aller vraiment avec l'intention forte, bienveillante et vers un même objectif avec Bien sûr. le patient. Parce que si on a ce lien-là, ça c'est intéressant, mais si on a ce lien-là fort avec la personne, il y aura un lien inconscient qui va se créer. Et en fait, l'inconscient de la personne va nous tendre des perches. Alors, je vais m'expliquer. J'ai un exemple tout fait. C'était dans mes premiers pas, justement, où je mettais ça dans l'ambulance. Et puis, il y a une personne qui avait une entorse à la cheville et puis au poignet. Enfin, suspicion d'entorse cheville-poignet. Et je lui dis, par où vous voulez commencer pour diminuer la douleur? Elle me dit la cheville. OK. Puis, j'ai une méthode où il faut donner on va chosifier, ce qu'on appelle chosifier la douleur, donc à quoi elle ressemble, etc. Puis après, changer la manière de voir, du coup, cet objet, et le transformer en quelque chose de positif. Et finalement, on prend un objet, puis elle ne trouvait pas trop au départ. Donc moi, je lui tends une perche. Je lui dis, tiens, si vous voulez, essayez ça. Et finalement, elle l'a pris, elle a essayé. Non, ça marchait pas. Rien qui marchait. Je me dis, mince, alors... Et je voulais vraiment, en fait, l'aider. Et elle voulait vraiment s'aider elle-même aussi. Et le même objectif, c'est diminuer la douleur de la cheville. Et là, il y a un moment donné, elle me dit, je sais pas pourquoi. Alors là, quand on dit je sais pas pourquoi, c'est bon signe. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'ai beaucoup été à l'hôpital. J'ai pris la perche. Ça, c'est l'inconscient. C'est son inconscient. J'ai pris la perche et j'ai dit, ok, vous connaissez mes docs alors? Ouais. Visualiser un médicament. Et là, on est parti là-dessus. Et là, terminé, c'était anesthésie. Juste en visualiser un médicament. Oui. Alors, je ne vais pas révéler mes méthodes parce que sinon je les enseignerai plus. Mais effectivement, en visualisant un médicament, en le ressentant, etc., on arrive à diminuer des douleurs. Ouais. C'est intéressant. Hein. De toute façon, le pouvoir de l'inconscient, c'est assez dingue. Hein. Oui, on pourra en parler des heures parce que c'est intéressant et il y a plein de choses à dire. Et je crois qu'on a raconté tellement de cas que c'est énorme, mais on ne sait pas tout. Et même dans le domaine sportif... Après, on ne saura peut-être jamais tout non plus. C'est peut-être aussi pourquoi la science restera limitée parfois. Sûrement, très certainement. Ouais. Et faut-il aussi s'y intéresser? C'est compliqué parce que je vais rentrer dans un sujet qui va fâcher, hein, mais je m'en fiche de le dire. Tu peux y aller avec moi. Je peux y aller. Un sujet qui va fâcher, c'est que en fait, si on révèle les pouvoirs du cerveau, vraiment, on fait tomber une partie, hein, attention là, d'une des puissances en France, qui est le pharmaceutique. Bien sûr. Pas tout, hein, bien sûr. Hein, suite à un infarct, on peut pas un Brilique, on va pas le remplacer. Bien sûr. Par contre, on peut remplacer pas mal d'antalgiques et d'anxiolytiques. Et le problème, c'est que c'est quand même le plus gros des médicaments qu'on va donner à des patients. Et moi, c'est ce que je dis. Hein, si avec des gens comme moi, Big Pharma, ils seraient pas en très bonne position. Hein. Moi non plus. Bien que j'ai jamais été du tout fâchée avec cet aspect-là, parce qu'on en a besoin. Je veux dire, les médicaments, on en a besoin. Le problème, c'est que leur argent, c'est comme tout, on repart sur l'intention. Voilà, l'intention. C'est exactement ça, l'intention qui est derrière. Moi, avec les médecins, je m'entendais très bien. Avec les infirmiers, je m'entendais bien. Parfois moins, parce qu'en fait, ils avaient peur que je leur pique leur travail. Alors que pas du tout. Je leur ai toujours dit, c'est une complémentarité, en fait.
l'hypnose et les médicaments sont une complémentarité qui, normalement, ne devrait pas aller l'un sans l'autre. Parce que dans Bien l'hypnose, sûr. on a l'humain et on est face à des humains. On ne peut pas faire la même chose tout le temps avec différentes personnes. Donc je dis, c'est une complémentarité. Souvent, ils comprenaient et d'autres ne comprenaient pas. Et c'est vrai que l'individualisation, c'est un vrai problème de notre société, que ça se passe partout, hein, à l'école et tout. Mais je pense que si les gens se réveillent réellement, et même arrivent dans une pleine conscience, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Au niveau, comme tu dis, au niveau pharmaceutique, au niveau politique également. Et parfois, tu sais, c'est plus complexe que ça encore parce que il y a des personnes, ils se confortent dans leur mal-être. C'est confortable parfois d'être mal. Toi, tu es un peu comme moi. Toi, tu veux pas vivre sans atteindre ton potentiel maximum. Ouais, je pense, ouais. Ouais, c'est genre ça, tu vois, l'actualisation personnelle, tu te dis Ouais. pourquoi j'aurais une vie si je veux pas m'actualiser personnellement, quoi, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Et puis de toute façon, si on vit, c'est pour progresser. Si on vit, c'est pour s'améliorer au fur et à mesure. Je pense que oui, je suis dans ce délire-là, ouais. C'est sûr. C'est peut-être de notre âge, mais Non, mais je pense que en fait, après toi, je pense que tout ce qui est développement personnel, c'est quelque chose que les gens devraient tous toucher un peu. Après, il faut faire gaffe. Par contre, du développement personnel, c'est que tous ces livres-là, c'est bien. Par contre, au bout d'un moment, il faut prendre des actions. Si tu lis du développement personnel sur les relations, sur le business, sur tout, le marketing, ce que tu veux, voilà, la psychologie, c'est bien. Par contre, au bout d'un moment, il faut agir là-dessus. Si tu as toutes les connaissances, mais que tu n'agis pas dessus, ça ne change rien. Toi, moi, j'ai mis les choses en place. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis mon groupe de développement personnel pour hommes en place. Parce que je vois bien que les jeunes gars, ils sont un peu perdus. Jeunes filles également. Hein. Mais bon, les jeunes gars en particulier, forcément, parce que moi, je suis un gars et voilà, c'est l'aide que j'aurais voulu avoir plus tôt. Donc, c'est important de leur... ouais, j'ai envie de leur communiquer. Et c'est vrai que je fais aussi un choix en me disant, économiquement, je ne fais rien pour l'économique. J'essaye de rien faire pour l'économique. Et c'est peut-être un choix risqué à certains moments, que beaucoup de gens auraient peur de mettre en place. Hein. Mais j'ai confiance en Dieu, en l'univers, que ça va payer, peu importe ça. alors, c'est marrant que tu te parles d'univers, de Dieu et de l'univers, parce que je suis aussi beaucoup dedans depuis très longtemps. Alors après, je vais pas forcément à l'église pour autant, mais je suis très dans la foi. Ce serait spirituel. Aussi. Ouais, spirituel dans la Tu foi. définirais quand même dans une religion particulière ou tu... Oh bah, catholique, bon, il y a des choses un peu, parfois un peu tirées par les cheveux, mais catholique et puis le bouddhisme aussi. J'ai aussi des gènes dans le asiatique, donc du coup peut-être que... Après, le bouddhisme, c'est vrai que le bouddhisme, ce que j'aime beaucoup, c'est le code moral. Parce que toi, avec les aspects du christianisme, moi je vais à l'église protestante depuis janvier. Et j'aime beaucoup l'approche protestante par rapport au fait que la Bible est plus importante que l'église avec un grand E. Et les catholiques, donc normalement, quand tu es catholique, logiquement, tu es gouverné par le pape. C'est quelque chose que j'ai du mal à me dire. Pourtant, je suis baptisé catholique. Après, pour moi, tous ces gens-là, c'est des chrétiens. Ils se prennent la tête sur des détails à la con. Ben, c'est ça, en fait. C'est pour ça que ça me dérange parfois. Voilà. Et toi, par exemple, sur l'aspect, je pense, si tu crois en quelque chose de plus grand, et je pense que psychologiquement, il y a un vrai intérêt à ça. Parce qu'on ne veut pas tomber dans ce nihilisme, parce que le nihilisme, c'est un vrai danger. Si tu crois qu'il n'y a plus aucune raison de faire les choses bien, c'est le plus gros danger de la société. Aujourd'hui, on tombe vraiment là-dedans. Mais comme tu dis, le bouddhisme, il y a les 8 règles du symbole, là. Et je ne les connais pas toutes par cœur, mais c'est vrai que, voilà, par exemple, dans toutes ces actions, agir, comme tu dis, avec l'intention de faire le bien, en fait. Et tu les connais un peu, les 8 ou pas Je serais comme toi, là. Ouais, Je pourrais pas te les redire. Parce qu'il y a les 4 passages avant sur comment la souffrance fait partie de la vie. Voilà, ça. La souffrance est à cause des attachements. La souffrance peut se terminer. Et ensuite, la façon de terminer la souffrance, c'est de suivre ces 8 principes, en fait. Et après, par contre, les 8 principes, je ne les ai plus. Mais voilà, on va dire, choisir ses mots, de toute façon, dans tous les cas. Choisir ses mots, ses actions et ses pensées. Après, je pense aussi que rien n'arrive au hasard, vraiment, quoi. Il y a parfois des choses qui nous reviennent un peu en pleine tête parce qu'à un moment donné, soit on n'a pas compris la leçon, soit on n'a pas voulu travailler, ou soit tout simplement, de toute façon, peu importe l'âge qu'on a, j'ai envie de dire, on est un peu novice dans la vie. Parce qu'on a tellement de choses à apprendre et la vie elle sera tellement beaucoup plus forte que nous, quoi qu'il arrive, que du coup, il faut prendre un peu de recul avec tout ça, je pense. Après, c'est compliqué pour les gens de garder cet état d'esprit de croissance, comme dirait Carol
Dweck, de Growth Mindset. Et ça, c'est juste cet état d'esprit de débutant, comme disaient les bouddhistes, les zen, je crois. Et voilà, c'est approcher toutes les choses, toutes les conversations avec une vraie curiosité. C'est ce que font les enfants. C'est exactement ça. Redevenir enfant. Redevenir enfant. Et le problème, c'est que potentiellement, les gens, ils abandonnent ce côté-là de l'enfance, une pensée que j'ai vue. Et par contre, ils gardent le côté de ne pas prendre la responsabilité pour leurs actions. Après, tous les adultes sont des grands enfants. Oui. Mais quand même, tu es assez d'accord sur ce sujet-là, qu'il faudrait prendre le côté responsabilité complète, tu vois, genre en mode stoïque, oui. Responsabilité complète de tes actions, mais par contre, rester vouloir découvrir ce monde. Ça, je suis complètement d'accord avec ça, mais après, on ne pourra pas changer les gens. Et on a toujours un problème avec ces gens, effectivement, qui sont un peu hautains ou qui croient tout savoir et que, bon, ils veulent un peu nous écraser. C'est pareil, les réactions qu'on a avec eux sont parfois pas toujours très bien. C'est très complexe parce qu'on peut vite s'énerver quand on est un petit peu dans ne pas aimer l'injustice, ne pas aimer la manipulation, être un peu trop honnête même parfois, etc. On n'est jamais trop, mais des fois trop bon, trop... voilà, comme on dit. Oui, trop con, c'est bon. Ouais. Trop con. Ça arrive et ça peut faire mal, ça. Et c'est plus dur. Et face à ces gens-là, on n'a pas d'autre choix que de passer son chemin, parce que de toute façon, on ne pourra pas sauver tout le monde. Ils ne sont pas réceptifs. Et ils ne sont pas réceptifs, ils ne veulent surtout pas changer, peut-être. On ne pourra pas sauver tout le monde, et puis surtout pas, parce que ça serait trop compliqué. Après, c'est le problème aussi, quel est l'impact sur la société, parce que toi, par exemple, si on prend vraiment des cas extrêmes de violence, le mec, il ne veut pas changer, qu'est-ce que tu fais? Tu le nourris toute ta vie en prison, ou tu lui mets une balle dans la tête et c'est fini? Tu fais quoi? Je veux dire, le mec, c'est si tu sais que tu peux rien en faire et que c'est un mal pour la société, que tu ne peux pas le laisser dans la société avec les gens. Mais c'est une décision morale très compliquée, à deux côtés. Hein, mais toi, t'en penses quoi de ça? Alors là, je ne m'exprimerai pas du tout sur le sujet. C'est très complexe et on ne peut pas être tout l'un tout l'autre. Je pense qu'avec l'énervement face à une injustice, forcément, on va dire une balle dans la tête. Parce qu'on est resté... Des injustices qui étaient grosses, quand même. Voilà, des injustices grosses. Oui, des injustices grosses, bien sûr. Après, forcément, sous la colère, on va dire ça. Après, on est vite rattrapé par notre côté bon et notre bien. Si on pense ça, ça veut dire que nous aussi, on est mauvais. C'est complexe. C'est complexe. Malgré tout, on a tous ça en nous, hein, forcément. On reste des animaux. Mais comme on reste quelqu'un de bien, on ne veut pas le penser ou on s'interdit quelquefois. Et après, sinon, ça sera l'autre solution. C'est, écoute, le ciel s'en chargera, l'univers s'en chargera. Et de toute façon, nous, on n'a pas le pouvoir pour agir dessus. Quoi. C'est sûr. Ouais, mais parfois, c'est vrai que c'est triste. Je discutais avec une gendarme l'autre jour, elle disait, des fois, quand tu dois parler aux victimes et que tu leur dis, votre gars, finalement, on va rien faire contre lui, ou toi... C'est dur, hein, parfois aussi, de mettre de ce côté. C'est ça, après, c'est ce que tu fais en essayant des fois d'être gentil avec tout le monde. Au final, tu es un peu moins empathique avec la victime et ça peut être ça qui peut être assez complexe à naviguer, toi. Tu sais, nous, ça nous est déjà arrivé tous, hein, on était obligés de soigner le mec qui a battu sa femme juste avant. Hein. Bien sûr, ouais, c'est sûr. On a l'uniforme, on le soigne, on n'a pas le droit de penser quoi que ce soit. Bien sûr. Même si on a tendance à vouloir plutôt appuyer sur la plaie plutôt que de la soigner. C'est sûr, hein, on est tous humains. Hein, mais voilà, on ne fait pas de différence et on soigne. Et puis c'est tout. Et puis des fois, après, quand on a on entend la victime et qu'elle nous raconte ce qui s'est passé, ouais, t'es humain, tu restes avec les larmes aux yeux. Et donc, à contrario, t'as les larmes aux yeux. J'ai envie de dire, heureusement qu'on ressent ces émotions. C'est qu'on est plus vers le bien que vers le mal, quand même. C'est vrai. Mais c'est vrai que parfois, de toute façon, tout est nuancé, tout est complexe. Et n'importe quelle personne qui te dit que les sujets, c'est tout simple. Non. C'est pas des fois, je disais, comment tu peux débattre avec quelqu'un qui a jamais débattu avec lui-même? Oui. D'ailleurs, de se débattre avec soi-même, je pense que c'est un des plus gros dilemmes qu'on puisse vouloir résoudre. T'as déjà écrit pas mal dans un journal ou pas, toi? J'ai déjà, quand j'étais plus jeune, j'écrivais beaucoup. Alors, poèmes, etc. Mais beaucoup. Puis j'écris toujours un peu parfois sur l'humain, sur ce qui se passe et ce que je peux ressentir, ou ce que les gens peuvent ressentir.
Donc ouais, j'ai beaucoup essayé de comprendre. Mais des fois, il n'y a rien à comprendre. C'est juste comme ça. Ça te branche pas écrire un livre, toi, sur ton... Alors là, j'ai tellement de taf que je vais te dire non. Mais j'aimerais bien, je pense, un jour... Enfin, ça m'a toujours branché d'écrire. De toute façon, j'ai toujours écrit. Donc je pense qu'un jour, j'aimerais bien effectivement écrire mes vraies pensées au fond de moi Sûr. et les mettre sur un papier. Parce que parfois, ça peut aider des gens aussi. Hein. Ça aide des gens, bien sûr. Ça aide des gens, ouais. Des fois, de dire ce qu'on pense ou de dire notre manière de faire peut aider beaucoup de personnes. Donc oui, pourquoi pas, pas maintenant. Peut-être avec un peu plus de bouteilles. On n'a que 30 Bien ans. sûr. J'ai que 30 ans. Mais moi, pas dedans, j'ai pas 30 ans. Ouais, Même t'as s'il y a pas 30 ans il y a encore. des gens qui me... Il y a des gens... Je vais à un groupe de langue le mardi soir. La semaine d'avant, on m'a donné 40 maximum. Là, on m'a donné 45. C'est les cheveux blancs, ça. 45, attends. 40. Bon, il faut pas abuser quand même. Pas visé. Bah, à l'église, ils vont penser que des fois, Antoine, mon petit frère de 16 ans, c'était mon fils. Hein. Ah oui, bon, bah tu vois. Après, quand tu vas chercher du boulot, ça t'aide. Je vais pas dire pour l'instant, je suis auto-entrepreneur. Donc, Eh ouais, bah voilà, tu vois, ça t'aide pas. Alors. voilà, c'est cool. Et du coup, tu parlais de bike fitting un petit peu avant. Ouais. Tu joues un peu avec le bike fitting, donc Alors oui, alors ça c'est plus récent que toutes les choses que j'ai parlé tout à l'heure. Donc moi je me suis beaucoup intéressée aux préférences motrices. Ok. Donc on positionne pas, ça part de la base qu'on positionne pas quelqu'un qu'avec des cotes. On positionne quelqu'un aussi par rapport à ce qu'il est Bien sûr. et à sa façon de marcher, du coup sa façon de se positionner et puis aussi sa façon de penser. Bien sûr. Donc, par exemple, je peux mettre une cote qui, pour moi, est celle qu'il faut par de multiples calculs. Et finalement, il me dit, bah non, j'étais mieux avant. Bah ok, bah on va faire un mixte au moins. Mais je m'intéresse beaucoup à l'humain, en fait. Et du Sûr. coup, c'était les préférences motrices. Ouais, ça a été un sujet... c'est encore tout frais. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé un peu dans le bike fitting? Bah, fitting, ça fait pas longtemps. Ça fait peut-être un mois, tu vois. Ah ouais. Ouais, c'est Alors que tu viens très de le jeune. voir. Hein. Ouais, bah oui, j'ai vu que tu le faisais, je sais bien. Et non, ça fait un mois, et puis sur les préférences motrices, du coup. Tu vois. Et donc, parce que par rapport à ça, ce qui est intéressant, ce que tu disais, c'est que de toute façon, la personne, quand elle monte sur le vélo, c'est une adaptation de la marche et de la course. Oui. Donc, on ne peut pas dissocier ça, c'est sûr. Et après, moi, ce que je le vois beaucoup, c'est aussi que j'aime bien utiliser les 6 mouvements de base, qui sont squat, soulevé de terre, fente, pousser, tirer et rotation. Et en fait, le vélo, pour moi, c'est une flexion à la hanche, donc un soulevé de terre statique, on se penche, idéalement avec la hanche, peu avec la colonne vertébrale. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, au début, c'est assez dur. C'est assez dur, ouais. Et après, c'est une succession de fentes. Tu bouges en droite, tu bouges en gauche, tu bouges en droite, tu bouges en gauche. Et c'est vrai que... Et après, comme tu le dis aussi, l'aspect mental, la psyché, bien sûr. Et c'est pour ça que cette approche holistique est très intéressante. Tout à l'heure, j'avais une conversation avec les développeurs de la chaussure L'Or, une chaussure en fait imprimée 3D. J'ai la première version là, juste en bas de toi. Et en fait, tu fais un scan et après, on fait une chaussure 3D par rapport au scan. C'est un exosquelette en carbone. Et donc, leur projet est très intéressant, aux gars. Et en fait, ils font une semelle complètement plate. Parce que, tu sais, toutes les chaussures de vélo sont courbées. Comme la plupart des chaussures de ville. Mais en fait, ça baisse ta qualité de proprioception. Et donc, de faire une chaussure plate, c'est mieux. Le truc, c'est qu'avec la chaussure courbée, je pense qu'il y a l'adaptation en fait du design des autres chaussures. Vu qu'elles sont trop rigides, c'est obligé de les faire courber. Et il y a le fait tu sais, quand tu remontes les orteils devant, tu as le mécanisme de windlass qui se fait. Tu as la tension sous la voûte plantaire, et donc ça stabilise. Sauf que ça marche uniquement si tu le fais de façon active. Si c'est la chaussure qui te force à le faire, donc de façon passive, ça ne fonctionne pas. Et à l'époque, il y avait les Karnak, elles étaient vraiment très très courbées. Et aujourd'hui, on a un peu réduit la courbe, mais il n'y a jamais une marque de chaussures qui a osé, pour l'instant, à part eux. Et il y avait une marque asiatique qui avait essayé un coup, mais vraiment sur un modèle pas spécifique, et faire une semelle complètement plate. Toi. Puis il y a cet aspect, du coup, ça rentre dans ce que tu dis, l'aérien, le terrien, en fonction de la chaussure qu'on va adopter. Enfin, on va l'adopter en fonction de si aérien, terrien, etc. Donc ouais, c'est vachement intéressant. Puis le bilan là-dessus, même sans parler de vélo, c'est intéressant de savoir un peu si on est aérien, si on est terrien, comment on se déplace. C'est intéressant parce que dans la vie de tous les jours, ça peut éviter aussi certaines douleurs. Aérien, terrien, tu pourrais les définir pour... L'aérien, alors sur un vélo, l'aérien, ça va être celui qui va plutôt être à l'avant
sur son vélo. Le terrien, il va plutôt être sur l'arrière de sa selle. Il peut y avoir un rapport aussi avec la cadence, non? Il n'y a rien plus haut de cadence, non? Je sais pas, c'est mon cerveau qui me dit ça. Si tu me le dis, c'est que c'est Non, ça. je sais pas. L'aérien va peut-être plus être dans la cadence. Ouais. Et puis le terrien va plus être dans la force. Avant, c'était au temps de Bernard Hinault, où pour lui, ce qui s'adaptait bien à lui, c'était le côté terrien. Donc du coup, on mettait un peu les selles très en arrière Plus par en rapport arrière, à l'axe du pédalier. Et du coup, ce qui faisait que sa poussée était, comment on pourrait dire, plus horizontale, si on veut. bien sûr. Ouais. Radial. Ouais, voilà. Et plus avec le talon. Le talon attaque, plus Sûr. que les orteils. Et forcément, il y a peut-être plus de force. Un an qui mettait plus de force. Mais ça convenait à Bernard Hinault. Et tout le monde a voulu calquer un peu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, par défaut, généralement, les vélos sont encore en mode terrien. Généralement. Tu voudrais avancer la selle à des personnes, toi, donc? Oui, des fois, en fonction de son bilan. Bien sûr, bien sûr. Pas forcément dans ce que je vois, mais quand on regarde quelqu'un rouler, quand on voit deux personnes et qu'ils ont deux manières de faire, on peut vite savoir, bien sûr, c'est pas la seule façon de le savoir, mais s'il est plus terrien ou aérien sur un vélo. Après, il n'y a pas que sur le vélo qu'on le voit, parce qu'après, il y a d'autres tests sur la terre ferme qu'on doit faire pour être sûr qu'il est terrien ou aérien. Et ça va changer sa manière de pédaler, ça va changer son positionnement, ça va tout changer. Et c'est pas qu'un terrien va être plus fort, c'est pas qu'un aérien va être plus fort, c'est un aérien dans une position aérienne va être plus fort qu'un terrien dans une position aérienne ou l'inverse. Et c'est juste de trouver ce qui convient à la personne. Donc quand il y a un peu un schéma de pensée qui passe, une mode, et qui dit bah tiens, tout le monde en aérien parce que les meilleurs du vélo sont en aérien. Non, ça va pas. Et à un moment, on va perdre une bonne partie des gens qui sont terriennes, par exemple. Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on peut tomber vite dans un effet de mode. Et Oui. après, tu corrigerais quand même la technique du coup d'une personne. Je sais pas si elle pédale avec, par exemple, les orteils complètement vers le bas. Est-ce que tu essaierais de l'encourager quand même à pédaler un peu plus pied à plat, on va dire? Pas forcément talon vers le bas, hein, mais pied à plat. Comme on dit, hein, tout extrême n'est pas bon. Oui. Donc oui, je corrigerai peut-être un peu la technique de pédalage. D'ailleurs, pour ça, j'ose le dire, j'utilise un pédalier Power Cramp. Ok. Voilà. Et en fonction, c'est un pédalier qui est dissocié, en fait, de la droite de la gauche. Et du coup, le but, c'est de pédaler normalement tout en ayant des pédales dissociées. Ok, mais le Power Cranks, par contre, donc quand tu... le pédalier emmène quand même l'autre côté aussi, mais après, parce que je me rappelle plus exactement de mécanisme. Je vois Il y a un petit truc où c'est pas complètement libre non plus, parce qu'il faut bien entraîner quand même la chaîne derrière. Parce que tu encourages les gens à tirer du coup sur la pédale ou... Moi, j'encourage les gens à tirer sur la pédale pour la remonter. On va pas être d'accord là-dessus. On va pas être d'accord. Bah écoute, oui, moi, j'encourage les gens à tirer sur la pédale. Et quelle est ta philosophie derrière du coup de tirer sur les pédales? Ma philosophie derrière? Comment t'es arrivé à dire pour toi c'était une bonne idée de tirer sur les pédales? Parce que tu utilises un muscle un peu plus spécialement que tu n'utilises pas forcément quand tu fais que pousser. Que tu veux utiliser du coup soit c'est le fléchisseur de hanche. C'est ça. Donc du coup, qui sont quand même des gros muscles quand même, qui sont assez puissants. Mais est-ce que tu penses pas que ça te fait perdre l'activation du fessier à 0 heure? Parce que si tu tires sur la pédale à 9 heures, on prend un pédalier à 3 heures, c'est la phase de puissance typique d'un 3-4 heures. Voilà. 6 heures, on est en bas. 9 heures, on a la remontée. 0 heure, on est au midi. Quand tu arrives à 9 heures, si en 9 heures, tu es en grande position de flexion plantaire, c'est-à-dire que tu as les orteils vers le bas. Quand tu arrives à 0 heure, tu vas arriver avec les orteils vers le bas. Et pour moi, je vois que la phase de 0 à 2 heures est très importante. C'est pour ça qu'à cette phase-là, je les fais revenir très vite dans l'autre position. Et tu n'as pas peur que les gens ils tirent plus avec les fléchisseurs de hanche d'un côté et que ça encourage une asymétrie? Alors écoute, j'ai jamais été confronté à ce problème, parce que s'il y a asymétrie, tu vas me dire qu'il y a blessure au bout d'un moment. Non, pas forcément. Pas forcément. Je ne voudrais pas encourager l'asymétrie, c'est sûr. On veut encourager l'asymétrie avec un S au début, pas avec un A, bien sûr. Ah, l'asymétrie. Ok, d'accord, oui, parce que le mot, c'est assez complexe. C'est l'apostrophe, elle là, toi. Le français, des fois, il est un peu... Non, écoute, j'ai pas eu de mauvais retour en tout cas. Après, je corrige la technique de pédalage, mais je tiens compte de la technique de pédalage de base du sportif. Ouais, je pense que ça a du sens. Ouais. J'ai pas une technique de pédalage pure et dure, telle quelle, comme ça. Je présente un schéma. Je dis, voilà, là, c'est un peu le truc un peu optimal, même si on n'a pas. Et après, je corrige les extrêmes. En fait.
Si j'ai un athlète qui a vraiment talon très fortement vers le bas et que là, je vais dire, bon, ça est peut-être un peu trop quand même exagéré, donc je vais le corriger. Mais s'il attaque talon vers le bas et puis que finalement, c'est comme ça sa manière de pédaler, je vais pas la changer, quoi. Après, moi, c'est pour ça que je pense que aussi l'équilibre musculaire à regarder. Parce que par exemple, par quelqu'un qui est très en avant, par exemple, avec les pieds vraiment en flexion plantaire, Ouais. parce que souvent, ça pourrait être une personne aussi, quand on faisant les tests en de vélo, on découvre qu'il a les fessiers qui ne sont pas très activés, on va dire. Ouais. Et donc, si on essaye de réactiver les fessiers, et pour ça que je regarde toujours la posture des gens aussi, je vois toujours leur courbure lombaire, leur courbure thoracique, et j'essaye de les amener vers un équilibre. Et donc voilà, c'est sûr que si la personne est habituée à travailler avec les quadriceps et les mollets, bah au début, quand tu leur demandes de repasser plus équilibré, et du coup, avec les fessiers et les ischios plus engagés, mais on va dire un équilibre, en fait, c'est logique, puisque plus tu distribues la charge sur une zone musculaire grande, moins elle sera localisée. Et voilà, donc c'est vrai que pour moi, il y a vraiment un aspect éducation derrière aussi. Et c'est pour ça que le bike fitting, je ne le vois pas comme un événement unique, mais potentiellement comme une succession d'événements. Parce que voilà, si on a quelqu'un qui se présente avec, je ne sais pas, une posture sous-optimale, par exemple, un cas typique, une posture de tête en avant, aujourd'hui avec tous ces téléphones et tout, c'est un cas très commun, et ben voilà, c'est quelque chose qu'on va vouloir corriger. Alors après, il y a peut-être un truc que j'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais je leur fais pas mal de préparation physique quand même, hein. Ok. Donc quand je vois des muscles qui sont un petit peu en dessous des autres, je vais les développer. Enfin, je vais chercher à les renforcer du moins. Donc après, c'est sûr que derrière, je vais avoir un impact sur la technique de pédalage. Donc forcément, ça va changer un petit peu derrière, parce que selon le muscle qui est développé, effectivement, ça va jouer. Mais je fais pas mal de prep physique derrière, pour si jamais il y a la asymétrie. Bien sûr. On règle les choses. Et quels seraient, je sais pas, tes exercices préférés en prépa physique? Et ben c'est toujours pareil, tu vois. Avant la préférence motrice, je mettais beaucoup le squat. Le squat, ok. Je Squat avec du poids, ou déjà sans poids au début, après avec du poids? Ah bah après, il y a tout un développement à faire. Ouais. Bien sûr, si quelqu'un qui a jamais fait de prépa physique, je vais pas lui mettre du poids direct. On va déjà. Tu vas pas lui mettre 100 kilos sur les non, épaules, bah non. Je vais déjà regarder et puis lui apprendre, lui inculquer un peu le geste en fonction de ses faiblesses aussi, parce qu'il y a des gens qui sont... La souplesse, c'est compliqué. D'autres où c'est plutôt facile. Donc, en fonction de ses faiblesses et de ses forces, on va rééquilibrer un peu le mouvement pour éviter de se faire mal. Et en fonction aussi de sa posture naturelle, parce que des fois, c'est pas toujours la même. On n'a pas une posture optimale du squat. Et en fonction aussi des segments. Ouais. Des segments et puis des gens. Voilà. Tu veux dire, il y aura une position optimale pour cet individu-là, mais qui n'est pas forcément la même que pour l'autre individu. Exactement. Okay. Voilà, en fonction, comme tu dis, des segments, en fonction, encore, on retourne dans le système d'aérien, terrien, etc. Et puis, je vais avoir aussi le soulevé de terre, qui est aussi important pour moi, pour le vélo, notamment. Et puis après, par contre, les ischios, je vais les faire travailler parfois en isolé. Okay. Et puis après, on va les faire travailler plus en dynamique par rapport à avec les fessiers. Là, ça va plus parler des fessiers avec les fentes, des choses comme ça pour les développer. Moi, j'aime bien travailler, parce qu'on n'est pas dans du bodybuilding, là. Donc, j'aime bien travailler en poids libre? Non. Tous les muscles un peu en même temps. Okay. J'ai oublié le terme. Après, de toute façon, tu veux dire des mouvements compound, quoi, comme avec le squat et le soulevé de terre, quoi. Oui, c'est des mouvements complexes. Complexe, ouais, complexe. Ouais. C'est ça, complexe. Le mec qui a le cerveau qui marche en anglais. Oui, des mouvements complexes. Donc sur plusieurs articulations en même temps. Par exemple, pour l'audience, voilà, polyarticulaire, un squat ou un soulevé de terre, c'est à la fois une extension de la cheville, une extension du genou et une extension de la hanche. C'est ça. Donc avec les mollets sur le bas, les quadriceps et les fessiers. Donc on va être en polyarticulaire. J'aime bien faire travailler ça, puisque en vélo, de toute façon, on est en polyarticulaire. Donc ça se rapproche plus spécifiquement de ça. Après, au début, je vais travailler plutôt en tout ce qui est un peu isolé, et ensuite je vais aller en polyarticulaire et puis en spécifique après vélo. Donc au début, plus isolation et après plus intégration, ce qui est logique. Hein. Ce qui est logique, et puis en fonction de la personne en face de moi, quoi. Bien sûr. Parce que pareil, un squat, ça va être compliqué chez certaines personnes, et puis d'autres où ça va mieux passer.
en fonction de ses tendances. Et ça te prend pas un peu parce que moi, des fois, ça peut être mon petit défaut. Ça te prend pas un peu la tête, des fois, quand tu fais... par exemple, moi, je fais les 6 mouvements que je t'ai mentionnés tout à l'heure aux personnes, et que tu vois que leur conscience de mouvement, elle est très faible. Des fois, ça te prend pas un petit peu la tête au début de dire... Qu'est-ce que tu appelles confiance La conscience de mouvement, genre, tu sais, voilà, de savoir qu'il faut garder les genoux alignés, qu'il faut avoir le dos plat et tout. Ça, oui. Oui, ça, au départ. Des fois, il y en a, des fois, ils ont le dos complètement arrondi, ils disent, je le sens pas, toi. Donc, c'est vrai que... Après, je veux dire, je suis un peu critique de le dire comme ça, parce que je me rappelle quand j'avais 10 ans, tu sais, la posture du chat et du chien, là, où j'y arrivais pas, en fait, je comprenais pas, en fait. Ouais, mais après, des fois, il faut se demander pourquoi, tu vois. Est-ce que des fois, ils sont aptes à le faire ou pas, tu vois, suite à, je sais pas, eux physiquement ou psychologiquement parfois. Est-ce qu'ils sont vraiment aptes ou est-ce qu'on leur demande un truc qui sont peut-être trop compliqués pour eux à comprendre finalement, ou est-ce qu'il faut pas passer par des étapes intermédiaires avant d'arriver à celle-là, tu vois. Et des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. Moi, je sais que la prépa physique, j'en fais surtout l'hiver et puis en préparation d'un objectif au départ, pour ensuite aller transférer cette force-là sur le vélo, enfin cette prise de force ou d'explosivité, parce qu'il y a le neuromusculaire qui joue là, sur le vélo par la suite. Mais et je le fais faire. Alors, j'ai beaucoup de connaissances en préparation physique. Alors, j'ai pas eu le petit intitulé préparateur physique parce que j'ai fait une erreur, des fautes de jeunesse quand j'étais. On s'en fiche de l'intitulé. Ouais, l'intitulé, je l'ai pas eu parce que j'étais en STAPS et puis on a fait donc Gilles Cometti et puis j'ai fait la première année et puis la seconde année de Gilles Cometti, c'était un mémoire à rendre et j'ai fait un peu l'adolescent. Je chier ce mémoire, je le fais pas. Et du coup, j'ai pas eu la ligne de préparateur physique, mais bon, je l'ai quand même dans l'âme, on va dire. Ouais. Donc, mais je le fais faire par quelqu'un d'autre parce que j'en ai trop à gérer. Entre l'analyse de l'AFC, la prépa mentale, les entraînements, le suivi, les planifs, il y a un moment, il faut un peu déléguer. T'es obligé. Donc, je délègue. Mais par contre, je suis toujours là à regarder vraiment si ça me convient. Bien sûr, je viens de Dijon, donc pas sans savoir que la qualité passe un peu avant la quantité, on va dire. La pyramide est inversée. Quoi, les Dijonnais, ils voient comme ça ? Le STAPS de Dijon, Cometti, il voit comme ça. Ça marche, okay. La qualité, la quantité, après, bien sûr. Ce qui est une bonne règle en général. Ce qui est une bonne règle. Après, c'est sûr que ça a adapté. Il y a des gens qui ont du mal à avoir un entraînement tout le temps, enfin, pas tout le temps, mais en qualité. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de plus de volume, si on veut. Bien sûr. Puis, il y a des gens qui ont à l'inverse. Mais généralement, quand même, on va partir sur une tendance de qualité. Enfin, moi, personnellement. Et puis ensuite, ramener un peu... Après, la quantité peut être de la qualité en elle-même. Dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est de la qualité dans le travail. Oui. Parce que souvent, qualité, toi, tu l'utilises comme beaucoup de gens, plutôt en mode haute intensité ou moyenne intensité. Alors là, je l'utilisais comme ça, mais pas forcément. C'est-à-dire que la qualité, je la vois aussi dans tout ce qui est technique, tactique, tout ce qui est mental aussi, parce que ça fait partie de la préparation, physique même. Donc, c'est de la qualité de travail. Là, je te parle. Ok. Parce qu'après, y en a plein, ils vont s'entraîner en faisant des bornes et des bornes et des bornes. Ça, typiquement, ça me gonfle, quoi. Je peux comprendre. Et c'était une super discussion, en tout cas, avec toi. Ouais. Est-ce que tu aurais un message final pour nos auditeurs ? Oui, je vais reprendre un peu le slogan de ma société. Peut-être bien, c'est le plus important. Ça va être l'intention derrière un regard. Ce qu'on a dans le cœur et puis dans la tête. Amen. C'est bien. Peut-être pas amen, mais... Ça veut dire ok, tu sais, ça veut dire... mais ça veut dire ok, je suis d'accord avec toi. Bon, ça va alors. En même temps, c'était cool de t'avoir aujourd'hui, du coup. Et... merci à toi de l'invitation. Et puis, c'était un plaisir d'échanger. Et voilà. Merci à vous d'écouter. Au revoir. Merci d'avoir écouté Cycle avec Geoffrey Legers. C'est un grand plaisir de vous compter parmi nos auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de nous laisser un avis. Vos retours sont essentiels pour nous aider à améliorer et à continuer de vous proposer des contenus de qualité. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et votre réseau. Plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons partager notre passion pour le cyclisme. Je vous rappelle que les opinions exprimées lors de ce podcast sont les miennes et celles des personnes invitées. À bientôt pour le prochain épisode. Roulez avec le flow.